tout le monde. Mais oui, bonjour Arnaud, Salut ça va? Arnaud. Bonjour Arnaud. J'attendais un bonjour collectif. Mais vous voulez pas te couper la parole, on est trop bien élevés. Comment il va le Edouard? Mais il va très bien, merci beaucoup. Alors, ça bosse? Ça teste du bosse smartphone? dur, ça teste du smartphone actuellement, exactement. Ouais, il y a Quoi, l'iPhone Google qui... les iPhone 17, Ouais, bah bien sûr. oui, On ne dit Je pas ne sais plus. pas te dire parce que bon, pour une fois, je sais. j'ai volé la vedette à Nico. Hein. L'iPhone pliant. Hein. Ouais, l'iPhone Oui, pliant. oui, oui. Très Ah oui, pliant. oui, Et qui est transparent. Tripliant. Exactement. En Liquid. liquid glass. Bien sûr. Ça va, tout va bien, tout baigne. Tout va bien, tout baigne, je pouponne. C'est vrai. Je maison, je bosse. Tu as été récemment repapa. Exactement. Ouais. Ça. Eh ben, Voilà. dis donc. Quel travail, double Quel travail. boulot. Voilà, exactement. Bon. C'est quoi ta reco de la semaine, toi? Ma reco de la semaine, eh bien tiens, dis donc que je vais en avoir une et un peu tech. Le lait un en peu jeu poudre. vidéo. Non, je Ouais, rigole. non, parce que imagine, eh bien du coup, non, en plus c'est pas moi qui donne le biberon, mais bon, quand bien même, j'arrive à ressortir ma Switch et à jouer un peu. Et, Ah, et c'est là, beau, je ça. me suis mis sur un, tout le monde va dire que c'est vieux, sur Sea of Stars. Ah, Voilà, très bien. qui est un super RPG hommage à l'ère 16 bits et donc sorti l'année dernière de mémoire Oui, ouais. et qui est excellent avec une OST de Fifou que j'arrête pas d'écouter lorsque je ne C'est joue bien. pas. Voilà. C'est bien, alors? Et c'est Cool, ça. super bien. J'ai jamais osé essayer. Super bien. En fait, c'est feel good. C'est voilà, c'est pas prise de tête, c'est pas angoissant, c'est vraiment chouette et c'est tout mignon. Il y a une histoire franchement sympa en plus que j'apprécie beaucoup. Bah écoute. Voilà, avec les fils du solstice qui viennent libérer le monde des autres qui l'ont sous son emprise. Eh Voilà. ben, trop bien, évidemment, et bien sûr. Comment va Nico? Écoute, ça va. De retour de congé, prêt pour la rentrée folle de la tech. Ah, Ça va être t'as un sympa. teint, si vous nous écoutez en podcast, faut savoir que Nico, il a un teint parfait là. C'est en vrai. ce moment. Ah oui. J'ai un peu perdu en une semaine, je trouve. Ouais, bah, Quand je suis c'est rentré, le j'étais- risque. J'étais très content. Là, ce week-end, je me suis forcé à marcher pendant 5 heures juste pour conserver un peu du bon teint, mais ouais. Bon alors, c'est quoi ta reco de la semaine à toi? Ma reco de la semaine, on s'éloigne complètement de la tech. Enfin, c'est sur Canal+, vous me direz, Dexter Résurrection. Je suis fan de Dexter et le spin-off est incroyable. C'est limite une des meilleures saisons sur les 10 saisons qu'ils ont fait en 20 ans. Donc, ouais, franchement, très très bien. Trop bien. Et du coup, c'est vraiment... Et les mêmes acteurs, rien n'a changé? Ouais, bah justement, il y avait eu des spin-offs où il n'y avait pas les mêmes acteurs, Oui. il y avait que Dexter qui revenait, et Ouais. là il y a vraiment le retour de tout le casting original, et ça se rapproche vraiment de l'ADN de la série. C'est plus un Dexter tourmenté qui sait plus quoi faire de sa vie, c'est le retour au Dexter tueur en série qui complote le soir pour aller buter des méchants, et ça c'est cool. Bon, On fait trop pas bien. comme le retour d'X-Files parce qu'il y a Non, quelques non, années c'est c'était très un bien, petit peu franchement, ouais. on sort les pads Non, pour et filmer. franchement, bah alors quelques acteurs ont pris un coup de vieux. C'est Ouais. pas trop le cas de Dexter, donc ça va. Mais c'est vrai que dans le casting original, des fois tu te dis ah, ils ont quand même pas mal changé. Mais par contre, je voyais un tweet là, l'autre jour qui disait que c'est rare qu'une série ait quasiment plus de 9 sur 10 à tous les épisodes. Ah Et, ouais, il y a c'est vraiment quali, Ouais, quoi. c'est vraiment bien. C'est quelle Et il y a- plateforme ça? Canal en France, D'accord. Paramount Plus aux États-Unis, mais Canal en France. Et le truc qui est cool, c'est le casting aussi. T'as Peter Dinklage qui était dans Game of Thrones, t'as Ouais. Neil Patrick Harris, t'as Uma Thurman, t'as 5 un étoiles. casting, Ah oui. t'as que des gros acteurs qui viennent justement s'ajouter à l'univers Dexter Morgan. Donc voilà, rien à voir avec la tech. Hein. Génial, Et, bah oui, ça me va. J'adore Dexter Résurrection. Comment tu vas, Mister Cassim? Bah, ça va très bien, je reviens d'Allemagne. Mais donc, oui, t'étais à la Gamescom. Tout à fait. Alors? Bah, c'est très cool, hein, surtout que j'y suis allé pour mes congés, donc je pouvais jouer. C'est le luxe de pouvoir jouer à des jeux vidéo sans se dire que tu vas devoir écrire un article dessus ou Qu'est-ce poster que une c'est vidéo C'est vrai. ou tourner un contenu, tu vois. Ouais. Bon, je t'ai quand même demandé de faire un contenu. Oui, mais bon. C'était dans le cadre du Mais ça va. travail. Oui, ça va. Alors, c'est quoi ta reco? Les currywurst? Non, alors non, Non, vraiment pas. Non, ni les chaussettes dans les. dans Non. les sandales. Non, ma reco de la semaine, écoute, je vais te parler d'un petit film indépendant, je pense, K-pop Demon Hunter. Vraiment, c'est un tout petit film, personne n'en entendait parler. Ouais. J'ai découvert ça, vraiment, je pense que je suis le seul à l'avoir découvert. C'est des trucs qui fait des millions et des millions. C'est le film le plus vu de lui. l'histoire de Netflix. Ah, c'est un truc de fou. Ah ouais, ils ont ouais. battu ce record-là. Il est numéro 1 de tous les charts en termes de musique parce que c'est un film d'animation fait par les créateurs de Ouais. Mitchell and the Machines et la trilogie des Spider-Man en images de synthèse là. Donc on adore, très quoi. très beau. C'est un excellent film d'animation et surtout qui met en scène des chanteuses de K-pop qui chassent des démons. Et c'est bien. Et c'est très très bien et la BO est incroyable et du coup la BO est numéro 1 de tous les charts dans le monde génial. entier. Je vais me le faire ce soir.
J'ai besoin de ça, là. Au point où aux États-Unis, du coup, Netflix, donc ça a cartonné sur Netflix partout dans le monde, et au point où aux États-Unis, Netflix a décidé de sortir le film au cinéma. Le film est numéro 1 du box-office, du coup, aux États-Unis. Mais non. Dans une version en plus karaoké, sing-along, donc tu chantes avec les personnages. Donc voilà. Sachez que le film, en plus, a apparemment une très bonne VF. Moi, je l'ai vu en VO. Mais ah ouais. voilà. Donc, petit film d'animation. Si vous l'avez pas encore vu, visiblement tout le monde l'a déjà vu, mais si vous l'avez pas encore vu, je vous le recommande. Moi, ma reco de la semaine, c'est le mélange graissin houmous à l'apéro. Voilà, j'adore, tu sais, ce petit croquant fondant. Voilà. Très bien. Ouais. Bon allez, et si on commençait Unlock, on lance un générique, c'est parti, le générique d'Unlock tout de suite. Alors aujourd'hui, on va parler de 40 000 trucs. Vous allez voir, les sujets sont variés et franchement, je suis trop content de vous avoir autour de la table. On va parler d'iPhone, on va parler d'iOS, mais on va aussi parler d'un sujet qui me tient à cœur. La musique et l'intelligence artificielle. Bon, comme ça, c'est un peu chelou comme association, mais vous avez sûrement entendu parler, entendu des musiques, tout simplement de Angèle qui chante du Damso ou des choses comme ça, ou je sais pas, il y a eu quoi comme truc connu. Moi, j'ai entendu Jacques Chirac qui chantait qui chantait une chanson hyper récente. Il y a beaucoup de mélanges, du Donald Trump qui chante, qui reprend des morceaux. Enfin, il y a pas mal de choses. Ça, c'est un peu les trucs rigolos. Après, il y a surtout toute la musique qui est générée par IA qu'on ne se rend pas forcément compte. Oui, voilà, c'est ça. Les plateformes. Et donc, c'est vrai que ça soulève plein de questions parce que Spotify diffuse ses musiques au même titre que les musiques créées par des artistes et ça leur porte préjudice parce que parfois c'est leur propre voix. Alors, on a invité un producteur de musique. Franchement, vous allez voir, c'est un producteur de musique à succès. Hein. Il a vraiment fait beaucoup de chansons françaises que vous connaissez sûrement et que vous avez entendues à la radio. Et il va venir nous parler un peu du business model, de comment on fait des sons en 2025 et comment ça a changé depuis 4-5 ans. Et puis surtout, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette industrie, parce que c'est vrai que ça peut évoluer très très vite. Bon, je vous propose qu'on commence avec le Texpresso générique. Ouh là là, ça chauffe pour les iPhones. À ce qui paraît, il y a pas mal d'utilisateurs d'iPhone qui se plaignent, et toi Nicolas, t'en as fait le recensement de ces témoignages, qui se plaignent d'avoir un iPhone qui surchauffe au point de devenir brûlant l'été et inutilisable. Qu'est-ce qui se passe ? C'est un problème qui revient, j'ai l'impression, tous les ans. En tout cas, depuis quelques années, on a un problème avec les iPhones l'été. C'est que des fois, l'iPhone devient inutilisable et surtout, la plupart du temps, tu vas l'attraper dans ta poche, tu vas l'attraper dans ton sac et les bordures en métal sont absolument bouillantes. Le téléphone, il est absolument pas agréable à utiliser et surtout, le vrai problème, c'est que même dans l'hypothèse où il fonctionne et qu'il est juste chaud, c'est-à-dire que tu as juste à te concentrer pour éviter de penser au fait que ta main est en train de brûler, et la luminosité devient absolument trop basse pour que tu puisses faire la moindre chose avec l'iPhone. Je sais pas si c'est quelque chose que vous avez pu expérimenter sur les iPhones cet été, ces dernières années. Moi, c'est un phénomène qui m'énerve. L'année dernière, Apple avait fait toute une histoire. J'avais pu discuter avec les responsables de l'ingénierie matérielle de l'iPhone qui disaient ils étaient conscients en effet des problèmes de chauffe, qu'ils avaient déplacé des composants sur l'iPhone, qu'ils avaient ajouté des cages en graphène qui allaient absorber la chaleur. Donc en gros, on nous disait, voilà, vous inquiétez pas, c'est réglé, il n'y aura pas de problème de surchauffe. J'ai fait un petit appel à témoins sur Twitter pour demander aux gens si eux aussi leur iPhone surchauffait. J'ai eu un peu plus de 100-150 réponses. Globalement, la majorité des gens se plaignent de chauffe. Une petite partie d'entre eux disent que non, ils n'ont pas ce problème-là. Et par contre, il y a quand même un consensus, c'est que l'iPhone 16 a l'air de moins chauffer que l'iPhone 15, mais malgré tout, le problème n'est pas réglé. Cet été, ça s'est particulièrement senti. Moi, j'ai passé du temps dans le sud de la France où il y a ma famille, et je peux vous dire que l'iPhone, parfois, je voulais le prendre sur la plage, je voulais le prendre à la piscine, et soit l'écran est éteint, je vois rien du tout, soit il est juste trop chaud, et c'est impossible de le refroidir, à moins de l'éteindre, de le cacher à l'ombre sous une serviette, et c'est assez problématique, et ça prouve qu'Apple a grand intérêt à régler ce problème, parce que c'est compliqué de vendre un téléphone 1 300 € alors qu'il n'est pas capable de gérer la température du soleil. D'ailleurs, tu m'as fait une remarque marrante tout à l'heure. C'est vrai que le carton d'invitation de la prochaine keynote, on dirait le logo Apple vu par une caméra thermique, tu sais. On dirait chaud le froid, soleil, il y a le côté... certains y ont vu une référence, il y a des rumeurs qui annoncent que ça va être mieux cette année, on va en parler, mais certains y ont vu une référence en mode un petit indice, on va mettre une chambre à vapeur sur l'iPhone 17. Pourquoi pas ?
Mais en même temps, je trouve que ça serait sacrément osé d'en faire l'image marketing de ton iPhone. Ça veut dire globalement que tu es en train de dire oui, les milliards d'iPhone en circulation, oui, ils ont un problème de chauffe et vous inquiétez pas, on va le régler. Enfin, je n'imagine pas une seconde Apple dans sa communication officielle et officieuse, y compris avec nous les journalistes. Je les vois pas nous dire oui, c'est vrai qu'on a un problème de chauffe, c'est pour ça qu'on fait ça cette année avec l'iPhone. Ils vont dire on améliore parce qu'on a besoin de plus de puissance pour pouvoir jouer. Mais jamais de la vie, ils reconnaîtront qu'il y a un problème, parce que si tu reconnais un problème, tu ouvres la porte à des procès, notamment aux États-Unis. Ouais. Moi, ce que je trouve étonnant en plus, c'est que l'iPhone, c'est un produit mondial. Et en France, ok, il fait chaud l'été, mais notamment dans le sud. Moi aussi, j'ai de la famille dans le sud, et effectivement, oui, il fait chaud, mais il fait pas. Enfin, il y a des régions dans le monde qui sont encore plus chaudes que la France. C'est ça qui est fou. Et à l'année, quoi. Nous, on s'en rend compte l'été, c'est ça le truc. Oui, voilà, ils ont de la chance de sortir en septembre, les iPhones, parce qu'ils arrivent à éviter cette vague de chaleur. Tu sais que c'est un truc. Ce sera un autre sujet, mais il y a tout un truc aussi sur le test des smartphones selon la saison. L'été, on fait des photos plus belles, en septembre aussi. Quand tu as un smartphone qui sort en janvier, février, faire des photos jolies en plein hiver, c'est un peu plus compliqué pour nous. Du coup, ça met moins en lumière les qualités d'un smartphone, on va dire. Mais bref, pour revenir au sujet de l'été, moi, c'est un problème que j'avais constaté plutôt avec les anciennes générations d'iPhone, c'est vrai. Moi, je me rappelle de mon iPhone même 13 mini qui, là, était complètement inutilisable. Moi, je l'avais laissé un tout petit peu au soleil, vraiment quelques minutes, et j'avais le petit warning d'Apple pour dire vous ne pouvez plus utiliser votre iPhone, mettez-le dans une zone froide et revenez plus tard pour l'utiliser. Le frigo, ça marche très bien, c'est pas recommandé, mais c'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Sur l'iPhone 16 Pro cet été, alors peut-être que j'ai été moins dans des régions idylliques, mais j'ai pas eu le problème. Ouais, ça allait mieux. C'est ce que les gens disent, hein, globalement. Moi, j'ai le souvenir l'année dernière. L'année dernière, j'étais rentré de l'été en étant très frustré parce que mon iPhone était vraiment... J'en étais à des points où quand j'écoutais de la musique sur une chaise longue au bord d'une piscine, le téléphone, je le planquais à l'intérieur de la maison avec les écouteurs sans fil parce que s'il était sous le fauteuil, il devenait tellement brûlant qu'il était inutilisable et qu'il finissait par s'éteindre. Là, cette année, ça me l'a pas trop fait. Mais par contre, t'as quand même la luminosité en baisse. Enfin, tu vois, j'étais en scooter. En scooter, le support GPS de ton téléphone, l'écran est tellement bas que tu peux pas voir où il faut tourner, quoi. Parce qu'il baisse la luminosité dû à la chauffe. Il baisse la luminosité pour le temps de refroidir et il t'indique que la luminosité va remonter. C'est génial parce qu'ils promettent des pics de luminosité énormes pour les conditions au soleil, mais en fait, vu que ça chauffe, ils doivent baisser la luminosité. Mais c'est ça qui est fou. Et comme tu l'as dit, globalement à Nice au maximum, on était à 33-34 degrés. On n'était pas à 40 comme dans d'autres villes en France. On n'était pas à des températures à 50 comme dans d'autres régions du monde. Donc ça laisse imaginer à quel point le problème peut être plus grand. Je vois des gens dans le chat qui disent qu'il n'y a pas que les iPhones, que d'autres téléphones aussi. C'est vrai, hein, je suis d'accord avec ça. De toute façon, c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre quand des gens me disent moi, aucun souci, mon téléphone ne chauffe pas. C'est de la physique. Il y a un composant électronique, il est naturellement chaud, il y a du métal autour, il y a du verre, c'est des matériaux qui chauffent. Évidemment que c'est chaud. Par contre, j'avais 2 téléphones avec moi cet été, le Galaxy Z Fold 7, le dernier, j'ai toujours un doute sur le chiffre, et l'iPhone 16 Pro Max. Le Galaxy Z Fold, il est chaud aussi, mais beaucoup moins. Ça n'a rien à voir. Pourtant, il est fin, tu te dis, la chauffe pourrait être moins bien gérée. Ça m'est arrivé d'avoir l'iPhone trop chaud et donc du coup d'utiliser le Galaxy Fold à la place, alors que les deux étaient dans la même sac au même moment. Donc il y a quand même un problème dans la gestion du refroidissement chez Apple, et je pense que l'iPhone a tendance, et ça c'est sans doute logiciel, et c'est un peu triste du coup qu'Apple se soit pris dans ce piège-là, je pense qu'il a tendance, quand il panique en chauffe, à faire tout ce qu'il ne faut pas pour refroidir. C'est-à-dire qu'il doit rechercher du réseau, il doit continuer, il doit s'acharner sur des tâches. L'Always On Display, il va consommer et il va rester allumé pour rien. Je pense que Apple devrait revoir ses priorités et être capable de désactiver des process quand tu as un problème de batterie comme ça. Moi, c'est un truc que j'ai constaté aussi sur un côté, que l'iPhone, il s'emballe d'un emballement de l'iPhone, même quand tu consommes, par exemple, quand ta batterie elle commence à fondre un peu parce que tu es en train d'utiliser beaucoup l'iPhone, tu as l'impression que le truc est en train de, comme tu utilises beaucoup la batterie, il surchauffe, il utilise encore plus la batterie. J'ai un peu l'impression qu'il y a ça. Voilà, il y a ce genre de problème. Et en plus, du coup, tu ne peux plus recharger ton iPhone quand il surchauffe. Oui, c'est ça. C'est pendant la chauffe, quand tu le branches, du coup, il consomme de la batterie, donc tu as envie de le brancher logiquement. Il va te dire que la recharge est bloquée tant que l'iPhone n'a pas refroidi. Sauf que c'est un peu un piège parce que la recharge chauffe la batterie, donc du coup, elle ralentit la recharge. Donc tu te retrouves avec un téléphone qui est bloqué à 60-70% et qui va pas passer plus haut. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose à faire sur ce terrain-là, et j'espère que c'est la bonne année. Tu peux le foutre dans la piscine, il va refroidir en 2 secondes. Techniquement, oui, mais
c'est quand même pas fait pour. Faut pas oublier que l'étanchéité des téléphones n'est pas couverte par la garantie, par exemple. Ton téléphone est fait pour résister à l'eau. J'ai déjà mis des téléphones dans l'eau, j'ai déjà fait tomber des téléphones dans de l'eau et ils vont bien, ils ont survécu. Mais si demain tu ramènes ton iPhone parce que l'écran, je sais pas, il y avait un micro fissure que t'as pas vu, que de l'eau est rentrée dedans et que ça a détruit un truc, Apple va te dire on a vu que les composants eau sont allumés, vous êtes hors garantie. Donc l'étanchéité, c'est juste une protection. Donc ne pas s'amuser avec ça. À la limite, je devrais pas le recommander. Le frigo, ça marche pas mal. Et tu le mets 5 minutes au frigo, ça peut te permettre de gagner du temps et de le récupérer sans avoir trop d'humidité. Mais bon, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de mettre son téléphone au frigo? Je le fais très régulièrement pour faire baisser la température afin de faire mes benchmarks dans des bonnes conditions. Et c'est un conseil de pro. Voilà. Sur le long terme, ne répétez pas ça chez vous. Je pense que c'est pas une bonne idée, ouais. Ok, et bien écoute, à suivre de près parce que les rumeurs disent quand même que l'iPhone 17, au moins le Pro ou le Pro Max, auront une chambre à vapeur, un peu comme fait Samsung sur ses S25. C'est ça, c'est peut-être l'année où ça s'arrête, la puce pourrait changer de place. Après, la chambre à vapeur, je suis pas sûr que ça fasse énormément de bien. Mais t'as plusieurs pistes dans les rumeurs. Par exemple, la puce sur les iPhone 16 normaux est au milieu, alors que sur le 16 Pro, elle est à droite. Du coup, elle est proche de la bordure. Donc, quand le processeur surchauffe, il va se chauffer tout le titane autour. Là, il devrait déplacer la puce au milieu, comme sur les iPhone 16. Il devrait passer du titane à l'aluminium aussi. L'aluminium est un matériau qui prend beaucoup moins la chauffe que le titane. C'est énorme parce qu'ils nous ont tellement vendu le titane comme étant une révolution. Genre, c'était titane. Oui, mais c'était le mot de la pub. Et là, ils vont faire alu. Mais je pense que l'argument va être qu'une partie du dos sera en alu. C'est-à-dire que tu vas, pour la première fois depuis plus de 10 ans maintenant, tu vas avoir un dos en aluminium et pas en verre. Ce qui du coup va faire que tu peux plus justifier le fait d'avoir un design unibody qui prend les côtés et le dos. Donc je pense qu'ils vont s'en sortir comme ça. Et après, tu aurais cette fameuse chambre à vapeur qui fait que quand le téléphone consomme un peu, ça le refroidira avec un circuit un peu liquide. Donc si tout ça est réuni, qu'ils font les bons ajustements logiciels et qu'il y a aussi une plus grosse batterie avec du coup plus de place à l'intérieur, tout est réuni pour qu'on ait des iPhone 17 Pro qui ne chauffent pas. Donc on va croiser les doigts et dans un mois, on se donne rendez-vous pour faire le point. Et moi je dis, est-ce qu'il serait pas temps pour Apple de revisiter le plastique? Eh ben écoute, voilà. Non, pas de plastique. Non, ça c'est pas. C'est impossible. Moi je suis pas ok. L'iPhone 5C. Ah oui, c'est vrai qu'on l'a mis déjà qu'on risque de voir le retour du bumper grâce à l'iPhone 17R. Mais le bumper était cool. Moi j'aimais bien. C'est quoi le bumper? Tu sais, c'était ce qui était sorti avec l'iPhone 4 pour régler le souci d'antenne, l'Antenna Gate. C'est une coque qui fait que le côté. C'était une coque qui faisait juste le cerclage en fait. Ah oui, d'accord. Ils étaient tellement fiers du design de l'iPhone 4 que du coup t'avais une coque qui protégeait pas le dos, qui faisait que le côté. Et moi je trouvais ça très cool et j'étais un peu deck qu'il y ait pas avec l'iPhone 5. J'avais même acheté un faux bumper. C'est cool, mais ça protège pas des rayures, ce que les gens veulent. Ah bah non, mais c'était pas une coque, c'était pas pour protéger, c'était pour régler un souci. Ah oui, d'accord. À cause de ta main, ça coupait les antennes et donc tu captais moins. Donc tu serrais le téléphone dans ta main, tu voyais ta barre 4G, 3G à l'époque, qui baissait. Et il y aurait le même souci sur l'iPhone 17R? Non, je pense pas, mais il ressort ça. Non, mais s'il le refont sur l'iPhone 17R, c'est la même logique que l'iPhone 4. C'est le côté, notre design est tellement beau qu'on n'a pas envie que vous le couvriez. Donc du coup, on va vous mettre un bumper. Comme ça, quand vous touchez le téléphone côté vert, vous avez l'impression qu'il est fin. Le bumper va juste ajouter de l'épaisseur sur le côté, mais pas. Le principe du bumper, c'est dans son nom, c'est que c'est fait pour résister aux chutes. C'est-à-dire que si ça rebondit, il va rebondir sur les côtés. Attention, faut que le sol soit plat. Exactement. Parce que si tu tapes une clé ou si tu tapes un bord de table, des gravillons par terre, salut, il n'y a plus d'iPhone, donc pas forcément. Parce que ça, c'est un point intéressant aussi. Tu parles du design, etc. Et les premières coques officielles chez Apple. Ça date quoi de éventuellement ce bumper, c'est tout. Voilà, c'est ça. Le bumper et la première coque officielle. Écoute, on suivra ça de près. Merci Nico. Alors, je vous propose qu'on passe à deuxième actu. Alors, il y a eu Google vient de lancer une nouvelle IA qui s'appelle Nano Banana. Peut-être qu'il y a un sens à ce nom. Je ne sais pas si vous le connaissez. Mais en tout cas, c'est un outil qui permet de modifier votre apparence globalement tout en conservant les infos du visage. Et ça, c'est ce qu'on veut. Et d'ailleurs, il y a des IA qui cartonnaient et des applications. Les gens téléchargeaient une application dès qu'on pouvait faire un nouveau truc. Je me souviens de l'application des années 90. On pouvait tous se transformer en personnages des années 90. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, Nico, avec cette nouvelle IA ? Oui, donc Nano Banana, est-ce qu'il y a une signification dans le nom? Aucune idée. Ah oui, d'accord. Il y a quand même une petite histoire autour de ce nom. C'est pas le vrai nom du modèle. Le vrai nom du modèle, c'est Gemini 2.5 Flash
Image. D'accord. Ce qui est un nom chiant. C'est exactement un nom qu'il ne faut absolument pas donner à un produit, tu vois, si tu veux mon avis. Nano Banana, c'était le nom de code. En fait, ça fait 2-3 semaines que dans les outils de comparaison qui permettent de voir les générations d'images, tu as un modèle qui s'appelle Nano Banana qui est apparu et tous les gens qui le testent disent sur Twitter, un peu partout, sur Reddit, c'est impressionnant, le truc est trop fort, il est meilleur que ChatGPT, il est rapide. Ce que personne savait qui était derrière Nano Banana. Bon, en vrai, il y avait des indices, hein, des gens avaient deviné que c'était Google. Et Google a confirmé que Nano Banana était son modèle et qu'en fait c'est le Gemini. Maintenant le nom est tellement drôle qu'on préfère l'appeler Nano Banana. Nous, dans notre article, on parle de Google annonce Nano Banana et je pense que même les équipes de Google, quand tu vois leur communication officielle, s'amusent à mettre des emojis bananes, à générer des gens avec un corps de banane, ça. Donc il y a toute cette blague là. Le concept du coup de Nano Banana, c'est que vous vous souvenez de ChatGPT et qui avait fait le buzz avec son outil où tu mettais une image, tu disais mets-moi Studio Ghibli, mets-moi dans le style Pixar. Ça a été un gros carton. Google en réalité avait déjà un outil comme ça avant, mais il avait beaucoup moins buzzé et il était moins performant. Et avec ce nouveau modèle, ils vont beaucoup plus loin et la promesse, c'est que ça conserve les visages. C'est-à-dire que tu te mets en photo, tu prends un selfie, tu dis voilà, mets-moi dans une tenue de super-héros et déplace-moi dans l'espace et ça va vraiment garder ton visage. Et ce qui est cool, c'est que tu peux continuer à lui demander des trucs. C'est-à-dire que tu dis non, plutôt bleu le costume, finalement fais-moi voler, est-ce qu'on peut changer de planète? Et il va toujours continuer en conservant l'image d'origine, alors que les précédents modèles de génération d'images avaient tendance à tout régénérer à chaque fois. Oui. Il y avait eu un exemple qui est assez populaire à un moment sur les réseaux sociaux, où tu avais une personne qui était en très léger surpoids. On demandait change la tenue, change la coupe, change la tenue. Et en fait, à force de reprompter, à la fin, ça donnait une personne en situation d'obésité mordive. Tu vois. Ça allait très loin parce que je pense que le prompt disait un peu en surpoids, un peu obèse, un peu machin. Et à force, tu vois, ça dégénérait totalement et tu te retrouvais avec quelque chose de déformé. Là, la promesse de Google, c'est d'avoir cette consistance, cette continuité. Et ça peut faire plein de choses. Hein. On pourrait prendre en photo notre studio et dire change la couleur du canapé, rajoute une télé au mur, rajoute... c'est faire de la retouche localisée, quoi. Et tu peux aussi fusionner 3 images, ce qui est très cool. C'est-à-dire que je te prends en photo, je prends en photo un chat, je prends en photo le canapé et je les mets tout ensemble et tu vas te retrouver toi assis avec le chat sur le canapé. Et ça marche très bien. C'est gratuit. C'est gratuit, sans doute avec des limites qui ne sont pas communiquées par Google. Comme d'hab, les abonnés payants à Gemini vont avoir un meilleur quota. Les abonnés gratuits vont quand même, les utilisateurs gratuits vont pouvoir l'utiliser. Et surtout, comme c'est comme à peu près tout avec l'IA générative proposé sous la forme d'API, etc., tu as pas mal d'outils déjà qui commencent à intégrer Nano Banana. Donc en fait, on va avoir de plus en plus d'applications qui vont se présenter comme des Photoshop tueurs, qui en vrai vont utiliser Nano Banana et qui n'auront pas du tout leur modèle. Et Google est un peu en train de faire mal à tout le monde, que ce soit Photoshop. Ah oui, d'accord. Et alors du coup les gens là s'ils nous regardent ils se disent peut-être que vous avez entendu parler de ça. Est-ce qu'ils l'utilisent comment? Il faut aller sur Gemini tout simplement? Ouais, normalement on devrait pouvoir faire une démo. Alors est-ce qu'on capte si on a la capture du Mac? Toi t'es bien recopié? Oui on l'a. Alors on a la copie. Alors j'ai fait un selfie tout à l'heure avant de venir. Allez. Donc on peut lui demander mets-moi une coupe de cheveux longue avec des mèches blondes. Et je voudrais que tu aies un t-shirt, un t-shirt rayé rouge et bleu. Mais rayé rouge et bleu. Voilà. Et remplace l'arrière-plan. J'ai inventé un truc tellement nul. Qu'est-ce que j'avais en image de base là? J'arrive plus à me souvenir. C'est un bureau. Bon, on va déjà faire ça et après on changera l'arrière-plan. Tu restes dans ton... donc l'image de base c'était vraiment juste un selfie dans le bureau. C'est juste un selfie, ouais. C'est juste un selfie. Après tu vois, tu peux faire techniquement plein de choses. C'est-à-dire que je pourrais rajouter une photo de mon chat et demander à ce que mon chat soit sur mon épaule, quoi. Voilà. Ça a été rapide. Là, ouais, c'est très rapide. C'est un des modèles les plus rapides du marché. Cette coupe. Bah j'y pense, hein. Je t'avoue. C'est impressionnant. Des choses comme ça. Après on va te dire. Retire l'arrière-plan. Est-ce que tu peux zoomer sur ton visage pour voir les détails? On va le faire. On va dire retire l'arrière-plan et la chaise et mets-moi sur une plage à Hawaï. Ouais.
On peut zoomer normalement sur. Alors, ce qu'il y a à savoir, c'est que là, le preview n'est jamais de la meilleure qualité. Mais par contre, tu as l'option avec le bouton télécharger ici de récupérer l'image en meilleure qualité. Qui, pour le moment, est assez décevant, la full qualité. J'ai tendance à penser que Google limite volontairement ses serveurs parce qu'il y a une petite explosion en ce moment et que la version dans quelques jours sera un peu mieux parce que là, voilà. Donc là, maintenant, on m'a récupéré, on m'a extrait, on m'a mis ailleurs. Bon, c'est un peu feignant, je trouve. C'est un peu feignant. Peut-être que tu dois dire rééclaire-moi pour que la lumière soit cohérente. Tu peux dire améliore la cohérence. J'ai rajouté une photo, c'est pas mal ça. Améliore l'éclairage sur mon visage et mets le chat noir de cette photo derrière sur la plage. T'as rajouté une photo de mon chat. Ouais, c'est une photo de. Donc là, on va voir ce que ça donne. Hein. Je suis en train d'improviser. Hein, c'est intéressant parce qu'il a vraiment bien détouré, par contre, du coup, ta personne. Et qui conserve. Mais c'était complètement plat, quoi. Ouais, voilà. En fait, t'as l'impression que t'étais devant un fond. Oui. Que t'étais devant un décor. Je me retrouve sur un selfie avec la vraie photo de mon chat qui est là. Vas-y, montre en grand. Alors, on va l'ouvrir. Oui, là, on voit très bien que du coup, les déchets et tout. Ce qu'on peut comprendre, du coup, quand même, que c'est. Alors, moi, je trouve ça. C'est flippant. Je vais te dire pourquoi. T'as pas ce côté réaliste avec les intégrations de lumière, des ombres, etc. Par contre, on sent que c'est un outil de composition d'images. Et ça, comme tu disais, c'est ce que fait Photoshop. Aujourd'hui, tout Photoshop, tu détours toutes tes images, comme Photoshop le fait super bien avec l'IA, tu les mets ensemble, ça fait ça. Ouais. Maintenant, ce qu'on demande à l'IA, c'est de souvent faire ce qu'on appelle du relight, tu vois, c'est de réétalonner toutes les images. Et là, bon, a priori, cet outil ne le fait pas, mais je suis sûr que tu mets cette image dans un autre outil, il te fait un relight sur tous les éléments. Oui, et c'est une première, en tout cas, c'est une nouvelle approche dans la manière de modifier les images. C'est-à-dire qu'avant, ce qui nécessitait des heures d'expérience sur Photoshop, des outils, du détourage parfois manuel, même si ça s'est automatisé avec le temps, maintenant, tu as juste à le dire. On peut imaginer que dans quelques années, dans quelques semaines, quelques mois, tout ça, ça sera intégré à Google Photos et tu auras juste à aller dans ta photo, parler à Gemini et dire fais-moi ça, et ta photo va soudainement se transformer, tu auras des choses de plus en plus précises. Il peut te proposer des souvenirs artificiels. Il peut. Voilà. Est-ce que tu peux lui demander de porter des Ray-Ban Meta ? Ça m'intéresserait de savoir s'il accepte de mettre une marque et de la reproduire, un vrai produit, tu sais. Alors Meta, tu veux ? Les Meta Ray-Ban, Okay. J'ai un doute sur le Ray-Ban Meta, mais Ray-Ban, je pense que ça aurait marché. Ouais. Mais on va essayer. J'avais envie de tenter pour voir les limites. Normalement, il tient pas mal. Il fait pas mal les marques. Si tu peux lui demander. J'ai vu des gens qui ont mis le logo Nike sur la Tour Eiffel façon Jeux Olympiques et ça le fait, tu vois. D'accord. Donc il y a moyen qu'il fasse le produit. Moi, ce que je remarque aussi, c'est que maintenant, chez Google, alors là, c'est toi, est-ce qu'il a repéré que c'était toi via ton compte, etc. Mais en fait, il y a une analyse des personnes, alors que pendant longtemps, ils interdisaient l'analyse de photos de personnes. Non, c'est quelqu'un, je ne veux pas. Protection de l'identité. Il le fait encore un peu, malheureusement. Moi, j'ai essayé. De temps en temps, j'ai des merdes, mais si je remets le prompt, ça repasse. Si tu prends une photo d'Emmanuel Macron, par exemple, ça va pas le faire. J'ai voulu avant, là, j'ai fait quelques tests hier, notamment me mettre ou mettre des collègues, par exemple un joueur de l'équipe de France, des trucs dans le genre. Et si la photo est authentique d'un joueur de l'équipe de France, je pense que tu as un test de copyright qui vérifie que la photo est déjà présente en ligne. Donc du coup, il bloque. Alors que si c'était une photo que j'avais prise moi, je pense qu'elle serait passée. Il n'y a pas forcément de reconnaissance, mais il veut éviter ce qui est un peu la limite quand tu t'appelles Google par rapport à OpenAI ou à un Elon Musk avec Grok, c'est que tu dois faire attention à ça parce que tu sais que tout le monde va te tomber dessus. Alors que OpenAI ou Grok surtout, ils en ont absolument rien à faire des règles, ils veulent juste qu'on parle d'eux. Donc du coup, ils vont un peu loin. Et là, l'option n'est pas encore là, mais Google parle aussi de la possibilité d'animer ces photos. Donc l'idée... Il y a plein d'exemples. Par exemple, tu vois, je pourrais récupérer des photos de mes grands-parents quand ils étaient jeunes, en noir et blanc, que tu prends en photo dans un livre, tu la mets, tu dis fais-la moi en version 4K couleur aujourd'hui, il va te la refaire de manière ultra propre en conservant les visages, etc. Et après, quand cette option vidéo sera là, tu pourras animer la scène et les faire marcher ensemble. Et ça, c'est cool parce que ça transforme les souvenirs. Il y a plein d'autres possibilités comme ça. Même pour, j'ai vu un exemple pour des youtubeurs, ça peut nous intéresser, nous, en tant que médias sur YouTube, avec la vignette, on met une vignette V1 et on lui demande améliore ça, change ça, fais-moi réagir avec une émotion là-dessus. Et en fait, il va garder ton visage, changer ton émotion, changer les flèches, changer le texte et il va te faire gagner. Et tu peux imaginer. Non, mais en vrai, tu peux imaginer que tout ça sera intégré à YouTube à un moment. Parce qu'encore une fois, quand tu t'appelles Google, ton avantage sur tout le monde, c'est que tu as un empire et que tous tes modèles, là aujourd'hui, c'est DeepMind qui annonce Nano Banana, mais demain, Nano Banana sera dans YouTube, dans Google Photos et dans tous les services. Bah écoute, on va suivre ça de près. Mais tu vois, j'étais en train de réfléchir, qu'est-ce que ma grand-mère dirait de voir mon grand-père réanimé par l'IA, tu sais,
Est-ce que ça lui ferait quelque chose émotionnellement? Je serais curieux de ça. Ça peut en faire peur. Hein. Ouais. Nous, on est peut-être très familiers avec la technologie et on aime bien les expériences un peu zinzin, un peu folles comme ça, mais parfois. Je pense que ça peut vraiment retourner un peu le cerveau. Ouais. Moi, je trouve ça quand même glauque, même, tu vois, même en étant. En comprenant comment ça fonctionne et tout, je trouve ça un peu glauque. Mais bon, après. Après, tu as des exemples dans les vidéos Google partagées. Il y en a un qui est très drôle, c'est la photo de mariage. Donc, tu mets ta photo de mariage et par exemple, tu as imaginé la mariée qui remplace son mari par son chat. Donc, du coup, tu as le chat en géant qui l'enlace autour de la robe. Et c'est marrant, tu vois, ça permet de faire des photos un peu fun, de sortir de l'ordinaire. Ouais. Et surtout, tout ça avec une simple phrase, rapidement, avec un modèle qui prend pas 40 secondes à générer une photo. Donc, Google a encore frappé très fort. Ben voilà, c'est la fin de cet expresso, donc je vous propose juste qu'on fasse un petit moment bon plan là. Alors est-ce qu'il y a un générique? Je ne sais pas. En générique? Ouais. Allez. Il n'y a pas. Hop. Bon plan. Ben c'est les bons plans. Fallait imaginer que c'était écrit bon plan, tu vois. Bon alors, les bons plans. On le fera générer par Google. On le fera générer par Google et par... ouais, bien sûr. Sur la plage. Alors à Skip, il y a des promos de fou en ce moment, c'est la rentrée et donc forcément on veut vous aider à trouver le meilleur produit pour vous. Le premier, alors Cassim tu vas me confirmer que c'est un bon PC, c'est le Dell Inspiron 15. C'est un PC portable, Dell 15 pouces, toi tu le recommandes? Je te confirme que c'est un bon PC. Non, en vrai, oui, bien sûr que c'est un bon PC, notamment, je crois que tu avais noté le prix et c'est ça qui est vraiment l'argument féroce. Alors, il est à 579 € au lieu de 629 €. Donc, on a une remise de 50... Ah non, pas du tout. Attendez, je la refais. Il est à 419 € au lieu de 599 €. Voilà, donc, on a une réduction donc, de 180 balles. Donc, c'est assez énorme. Bah surtout, et du coup, ça fait un PC portable à 400 € qui est capable, 420 €. On vous met capable les liens. Vraiment un peu faire toutes les tâches classiques. Bah, tu vas pas jouer au dernier jeu vidéo avec ça, mais pour regarder Netflix, regarder Molotov, aller prendre tes notes, tes cours en notes, etc. C'est très bien quoi. C'est l'ordi parfait. En plus de ça, il a plein de connectiques, t'as la HDMI, les USB, etc. Enfin, c'est pas ce côté genre, tu sais, t'as des ordis, t'as des Mac, t'as des trucs, ils ont 0 porte, en mode vas-y, faut que je m'achète un dongle quand t'es étudiant, c'est chiant. Là, t'as vraiment tout, et en plus plutôt accessible. Donc celui-ci, on le recommande chaudement si jamais vous cherchez un PC portable pour la rentrée. Mais le deuxième option, c'est peut-être que vous avez envie d'un setup un peu plus fixe, et là, c'est le Mac Mini, alors la version M4. Justement, c'est ce que je disais. Il était à 700 balles à son lancement. On peut le trouver facilement autour de 630 balles aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, il descend à 579 €, ce qui fait quand même un super rapport qualité-prix, surtout au vu de sa puissance, parce que les puces M4, Nico, on est d'accord, elles cartonnaient sur le Mac Mini. Ah, c'est super puissant. Non, la question, c'est qui est la cible des ordinateurs de bureau aujourd'hui. Mais c'est sûr que si tu veux faire du montage vidéo chez toi, de la photo, et que le but, c'est de pas avoir besoin d'un ordinateur portable et que tu peux juste te contenter d'un ordinateur et d'un écran, c'est canon, hein, surtout à ce prix-là. Donc on va voir comment ça va, c'est vrai que l'ordinateur de bureau c'est la grande question, on va voir si ça prend auprès des étudiants, dites-nous dans les commentaires, mais ce qui est sûr c'est que je pense que ce que tu disais Cassim, c'est le genre de PC, si t'as un écran moniteur PC chez toi de base ou que quelqu'un peut t'en passer un, tu sais c'est des trucs parfois on a toujours un qui peut traîner. C'est peut-être le meilleur PC, effectivement, à acheter pour pouvoir travailler sur des logiciels un peu gourmands, quoi. Je pense que c'est le meilleur rapport performance-prix de tout le marché de l'informatique. Et c'est bizarre venant d'une machine Apple, mais c'est pourtant la réalité, quoi. Tu vois, je cite le test de Frandroid. Le Mac Mini M4 est un PC que l'on peut recommander à n'importe qui cherchant une simple machine à utiliser, performante, compacte, sans faire exploser la facture. Bref. Ça descend quand même. C'est pas mal. Ça descend quand même à 579 €. Donc pensez-y si ça vous intéresse. Dans la version 16 Go de RAM et 256 Go de stockage, c'est un petit peu c'est un petit peu limite. C'est un petit peu la limite de ce prix-là, mais achetez-vous un SSD à côté. Ouais, c'est ça. C'est que le vrai avantage par rapport à un MacBook Air où se balader avec un SSD peut être contraignant, le Mac Mini, s'il bouge pas de ton bureau, tu mets un SSD derrière, il est branché en permanence et tu vois pas la diff. Et peut-être que vous aurez envie d'écouter un peu de musique avec ça. Eh bien, on a un autre bon plan, c'est les Nothing CMF Buds 2. Ceux-là, alors là, le prix est hallucinant. Il passe à 36,95 €. Non mais 36,95 € pour ces écouteurs.
Donc c'est des écouteurs que nous on a adoré parce qu'il y a la réduction de bruit qui est très correcte pour le prix, donc c'est idéal pour aller réviser en silence, etc., etc. Il y a une bonne autonomie, une excellente application avec des égaliseurs pour pouvoir personnaliser l'audio des écouteurs, mais aussi attention, on est sur de l'entrée de gamme, donc juste la signature sonore elle est un petit peu hardcore, mais pour le prix je crois que c'est inégalable. 36 balles pour ces écouteurs sans fil. Parfois, tu te poses la question, pourquoi j'irais mettre 250 balles ou 300 balles dans des AirPods ou dans des Bose super chers, alors qu'en vrai, les moldus que nous sommes seraient très heureux avec ces écouteurs à 36 €, quoi. Et ils sont tout choupis en termes de design. Oui, j'adore. Je trouve ça très joli. J'adore. Bon, ben voilà, c'était les bons plans, les gars. Hein. J'espère que vous aurez profité un petit peu de ces offres, parce que c'est quand même de belles offres qu'on avait là. Je vous propose qu'on passe à un autre sujet. Un sujet qui me passionne, puisque ça va arriver. Edouard, tu t'es renseigné de ouf là-dessus, et surtout, on a tous très envie que ça sorte un jour. Il y a des rumeurs concernant le prochain smartphone de Samsung qui serait un tripliant. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ouais, Samsung s'engagerait donc dans la course au smartphone à 3 volets. Le premier à avoir fait ça, on le sait, c'est Huawei. D'ailleurs, on l'avait vu toi-même, tu l'avais vu en Chine l'année dernière, c'est le Mate XT. Et chez Samsung, on a déjà vu des protos au fil des années, ça fait plusieurs temps qu'on voit ça, en fait, des protos au niveau de Samsung Display. Donc c'est la capacité de plier un écran en 3, mais encore jamais on n'a jamais encore vu aucun produit final. Là, a priori, ça pourrait arriver avant la fin de l'année. Enfin, ça arrivera même avant la fin d'année. Pardon, je me reprends. Presque sûr. Je reprends les mots de Tim Raue, qui est le président de Samsung Mobile, et qui lui a dit que ça arriverait avant la fin de l'année. Côté date, pour l'instant, les leaks parleraient d'une annonce en octobre, donc du coup qui serait à peu près concomitante avec l'annonce aussi de la seconde génération du Mate XT de Huawei. Donc c'est toujours un petit peu pour arriver en même temps, avant, après. C'est ça, Huawei avait déjà sorti un tripliant l'an dernier. Exactement. Qui est sorti, qui est disponible, voilà. Et d'ailleurs, c'est le seul qui soit disponible pour l'instant sur le marché. On attend toujours celui de Xiaomi qui est en rumeur depuis plus d'1 an. Il y a Tecno qu'on avait vu au Mobile World Congress qui a également un proto de tripliant. Mais là, ce qu'on attend après Huawei, donc bien sûr, on aime Huawei, mais c'est pas une marque, ce n'est plus une marque qui en France a une assise aussi confortable qu'il a pu l'avoir auparavant. Ne serait-ce qu'à cause de l'absence des services Google, voilà, qui est quand même un sacré épine dans le pied. Alors que si Samsung arrive sur ce marché, ils ont un poids suffisant, pour marquer un petit peu le game. Ensuite, la question c'est, est-ce que ça arrivera chez nous ? Bah oui. Alors, le problème, c'est que dans un premier temps, non. Il faudrait plutôt s'attendre à une sortie nationale, donc c'est-à-dire une sortie en Corée et éventuellement en Chine. Oh non. Ouais, parce que il y a un petit défaut qui fait que le pouvoir d'achat des Européens actuellement ne serait pas vraiment en phase avec ce type de produit. Ouais. Parce que on parle d'un prix qui devrait osciller entre, la fourchette est large, entre 2000 et 3000 euros. On serait je pense que c'est au-dessus du Fold actuel. Ouais, clairement. Ouais. Donc, il y a 2200. Il est à 2002 le Fold 7. Ouais. Donc laisse tomber, on sera à 3000 sur ce genre de produit. Ouais. Comme Huawei, il a 3000. Ouais, exactement. Mais donc, c'est un produit de niche. Et ce serait la possibilité aussi pour Samsung de voir si ce produit prend en Corée et en Chine. En Chine, on sait que quand même, il y a beaucoup de personnes qui seraient capables de pouvoir acheter ce genre de produit et qui seraient amateurs aussi d'un écran de 10,1 pouces. On parle d'une grande tablette, c'est pas un iPad mini. Donc c'est grave. Et surtout, le format déplié, ça fait un vrai format 16/9. C'est ça qui est ouf. On dit souvent cet argument comme quoi le Galaxy Fold, c'est bien pour regarder des vidéos. Avec les bandes noires, parfois le Galaxy Fold, il te fait gagner, 0,2, 0,3 pouces par rapport à un téléphone normal. Parce que c'est un format un peu carré. Là, si c'est vraiment déplié et que tu as une mini tablette qui tient dans ta poche, tu as un truc qui fait le double de l'écran de ton iPhone ou ton Galaxy S. Donc c'est pas mal. C'est énorme. Exactement. Ce genre de smartphone, est-ce que vous avez déjà pris en main un tripliant, celui de Huawei, ou pas encore ? J'ai pris en main celui de Huawei. Qu'est-ce que t'en avais pensé ? Impressionné par la finesse surtout. C'est ce qui m'a le plus bluffé, c'était même pas le côté Xplion 3. Alors ok, c'est un peu cool qu'Xplion 3 quand même, mais en termes de finesse, je trouve qu'on avait franchi un gap technologique et que c'était dingue de se dire qu'un truc aussi fin pouvait se plier de cette manière. Après, moi je demande à voir ce que ça a donné. C'est un peu comme on est
au même niveau qu'au début des premiers Galaxy Fold. On sait que c'est possible, on ne sait pas encore quels seront les usages, est-ce que le produit est conçu pour être solide, dans quelles conditions on va l'utiliser le plus. Tu vois, c'est bête, mais je trouve que le Galaxy Fold, maintenant que l'écran de devant s'est amélioré, bah, tu l'utilises plus fermé que déplié. Ouais. Et tant mieux, finalement. Surtout avec la finesse. Surtout avec la finesse, en fait. Tu vois, tu peux l'utiliser plié, et quand tu as besoin d'un écran plus grand, tu as cette possibilité-là. Maintenant, est-ce que tu auras envie à chaque fois de déplier 2 fois ton téléphone? Tout ça, c'est des tests long terme qui le diront. Moi, ce que j'attends de voir au niveau du pliage, parce que ça, c'est quand même un élément important de ce Trifold de Samsung, c'est que le Mate XT, il se plie en Z. Donc, c'est-à-dire que les écrans se replient les uns sur les autres. Oui. Alors que là, on aura un pliage normalement différent, un pliage en G. Alors, c'est pour ça qu'au niveau de l'appellation, au début, on l'a appelé G-Fold. A priori, il faudrait plutôt s'attendre à ce que Samsung l'appelle Z Trifold. Z Trifold. Attends, ça marche aussi le Z. Ah ouais, le Z fonctionne. Bah ouais, mais le pliage serait pas en Z. Oui. Mais le pliage, en fait, le truc c'est que le pliage ne serait pas en Z. Le pliage serait en G. Donc c'est-à-dire que on aurait, c'est compliqué. Non mais Samsung surestime notre intelligence, je pense. Très concrètement, ce que ça veut dire, c'est que chez Huawei, il y a un seul écran et qui fait l'écran externe. C'est en fait quand tu replies l'écran pliant, ça devient ton écran externe. Ouais. Oui. Alors que chez Samsung, tu replies l'écran sur lui-même et du coup, tu as un écran externe. Ah oui, donc il y aurait quand même 2 écrans. Si tu regardes le Trifold de dos, tu aurais est-ce qu'on là, on le voit là. Alors là, déjà, ouais, on voit le petit point d'interrogation. C'est pour dire qu'il ne faut pas replier ce téléphone dans ce sens-là. Parce que ça, c'est des images leaks. Ça sont des images leaks qui ont été chopées dans une bêta de One UI 8. Ouais. Voilà. Donc, pour dire que c'est presque officiel, quoi. Ouais, tout à fait. Et donc à l'arrière, on aurait le volet central sur lequel il y aurait l'écran externe, et après un volet où il y aurait rien du tout, et l'autre volet où il y aurait les 3 capteurs photo. Voilà. Au niveau des capteurs photo, il faudrait s'attendre à avoir les mêmes capteurs que sur le Z Fold 7, donc avec un 200 mégapixels en capteur principal, etc. Voilà. Ah, franchement, c'est cool. À l'intérieur, on a du Snapdragon 8 Elite. Technique et tout. C'est une fiche technique approchante du Z Fold 7. Gamme, Moi, ce que j'attends, c'est voir la finesse. Parce que tu me parlais de la finesse dingue du Mate XT qui est sorti il y a 1 an. Ouais. Donc là, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir là-dessus? Parce que c'est vrai que comparé à un Z Fold 7 où ils ont déjà vraiment largement réduit l'épaisseur, là on a encore plus de place pour mettre les composants. Ouais. Donc potentiellement on peut se retrouver avec une feuille, quoi, mais avec un truc vraiment ultra fin. 3 batteries plus fines qui ensemble donnent les 2 batteries du alors, quitte à rêver, là je suis en train de me demander à quel point ça se rappelle un des premiers smartphones, une des limites de la finesse. Je vais prendre dans ce sens-là, c'est qu'il y a encore le port USB-C. Et en fait, il faut le faire sauter. Et le logement SIM et le port USB-C si tu veux vraiment encore aller plus loin. Ça va arriver un jour. Hein. Oui, bah là, pour moi... Quelqu'un va le buter, hein, le port USB, c'est sûr. Alors, mais on aura des problèmes sur le marché européen, ou sinon on n'aura pas ces produits chez nous. C'est que pour l'instant, on a encore l'obligation d'avoir des cartes SIM physiques. C'est pour ça que tous les modèles qui sortent en France sortent aussi avec carte SIM physique. Ça va poser problème pour l'iPhone 17. Exactement. Hein. Parce que tu penses que ça a des cartes... L'iPhone Air, a priori, n'aura pas de carte SIM dans tous les pays, contrairement aux autres. Ah oui, d'accord. Parce que c'était déjà le cas pour les iPhone 16. Il y a des iPhone 16 qui sont sortis les 15 et 16 aux États-Unis n'ont pas de carte SIM. Voilà, c'est ça. A priori, le 17 devrait avoir, d'après mes infos, devrait avoir une carte SIM en France encore, mais pas le R. Le R serait le premier en full SIM. Donc, je ne savais pas qu'il y avait une obligation là-dessus, mais il va y avoir un petit enjeu là-dessus pour Apple. Oh, ce serait... Apple et l'Europe seraient encore en guerre. Ils sont plus à ça près, de toute façon. Moi, ma question, c'est est-ce qu'on peut retrouver la finesse du Huawei Mate XT? Ça m'intéresse qu'on la retrouve parce que c'est vrai que Samsung se vante pas mal d'avoir un des smartphones les plus pliants avec son Z Fold. Honor aussi. Ouais, tout à fait. Est-ce que au final, Huawei avait pas juste battu tout le monde avant il y a 1 an? C'est sûr. Il me semble quand même qu'il est plus fin que tous ces smartphones dont on parle. Hein. Une fois déplié, il fait 3,6 mm. Bah ouais, non mais c'est fou. On est à 4,2 je crois sur 4,2 chez Samsung. 4,2 chez Honor, je pense. Non, c'est 4,2 chez les deux. Et c'est 4,1 chez Honor pour le modèle blanc. Ah ouais, c'est ça. Oui, c'est drôle. Il y a une couleur plus fine. J'avais zappé ce détail incroyable. Mais donc un truc de fou quoi, de se dire il est déjà 1 mm plus fin que tous les autres smartphones alors qu'il est sorti il y a 1 an. Oui. Comment... Ouais, c'est ouf d'ailleurs que ces smartphones aient pu, à 4 mm, ils ont pu dire que c'était les plus fins du marché alors que pas du tout, il y avait le Huawei Mate XT. Oui, mais après, c'est un pliant, donc c'est pas pareil. C'est un triple pliant par rapport. Oui, en général, il précise de sa catégorie. Sa catégorie. Oui, bien sûr.
Sorti en mois d'octobre 2020. Le S25 Edge nous a été présenté comme le plus fin, alors que techniquement, t'as le Fold derrière qui lui met 1 millimètre. Et oui, c'est une petite guerre de catégorie. Ouais, c'est clair. Et du coup, ce tripliant, là, toi, est-ce que tu penses que c'est un produit qui peut marcher à l'avenir ? Oui, pas dans un premier temps, parce que comme on le disait, trop cher. Du prix bien évidemment trop cher. Mais ensuite, comme le disait Nico, à juste titre, si tu as la bonne finesse, en définitive, tu pourras le glisser dans ta poche et te passer d'avoir une tablette. Tu auras vraiment ton téléphone qui te fera téléphone, tablette. Téléphone quand tu le sors pour consulter un truc, etc., dérouler ton fil Twitter. Mais en revanche, tu te poses dans le train ou t'es chez toi, tu t'avages dans ton canapé. Tu déroules ton téléphone et là, tu te regardes ta série un peu plus confortablement, quoi. Et si c'était ça, le pliant d'Apple qui arriverait en 2027 Quand vous voulez, Apple. Apple, ça sera. Je pense que vous risquez tous d'être très déçus parce qu'ils vont lancer en premier Fold. On parle plutôt d'un truc plus petit que le Galaxy Fold. En termes, les écrans seraient plus petits. Enfin, la proposition serait. Le côté mini. Ouais, je pense que ça sera. En fait, il va plus aller. Non, ça devrait être un Fold, mais en termes de dimension. Ouais, je pense qu'il va aller chercher. Ouais, un peu la façon Surface Duo, à mon avis, en dimension. Je suis à nouveau intéressé. Mais bon, il risque d'être très sympa, celui d'Apple aussi. Mais ils vont pas aller sur le ultra haut de gamme, trifold, 1 milliard d'appareils photo derrière. Ils vont faire simple. Ça sera une première proposition. Mais je suis curieux, j'ai hâte de voir, notamment au niveau de l'OS, parce qu'à mon avis, Apple peut être celui qui va avoir les petites idées dans l'interface utilisateur que Samsung, Huawei, Oppo vont tous copier dans la foulée et qui derrière fait que tout le monde va vouloir s'intéresser à cette catégorie parce qu'ils auront trouvé le bon argument marketing. Donc je suis assez enthousiaste pour que ça lance cette catégorie. Je suis un fan du Galaxy Fold depuis le premier et j'aimerais bien qu'Apple réussisse à faire passer le message comme quoi c'est un produit d'avenir. Tu parlais de logiciel, il y a aussi un truc sur le Trifold, on parle du Split Trio, une nouvelle fonction qui permettrait en fait de diviser l'écran ouvert, donc l'écran de 10,1 pouces, en trois parties et de pouvoir faire du drag and drop entre chaque écran, etc. Multitâche à fond, mais sur 3 écrans, c'est quand même osé, quoi. Ouais, donc c'est cool. Plutôt cool. Ouais. C'est sûr que ça, en plus Samsung ils ont déjà tout développé sur leur Fold pour faire du tri multitâche. Ils bossent avec Google surtout. Android depuis Android 12L gère le foldable. C'est peut-être eux qui sont les mieux placés pour sortir ce genre de smartphone aujourd'hui, quoi. Et ça en fait ça ferait en plus du Dex qu'on a sur tablette Samsung, là tu le retrouverais direct sur ton smartphone. Dex franchement on n'en parle pas assez, mais c'est une dinguerie cette histoire. Moi aussi. Bien, Dex. Je ne fais que le brancher sur des moniteurs pour avoir une interface PC. J'adore ça. Et j'ai l'impression que personne ne le fait, mais moi j'adore. Moi le fait de pas avoir de clavier, ça m'énerve. Tu peux, disons que quand je suis dans des configurations où j'ai un écran, j'ai souvent soit mon ordinateur qui a déjà un clavier, soit pas de clavier si c'est une télé. T'es chez Mac, toi. Bah non, j'ai un écran et mon écran c'est pas un écran Mac. Oui, mais t'as pas un clavier physique chez toi? Si, j'ai un clavier, mais du coup j'ai mon ordinateur qui est branché, donc j'ai moins la nécessité. Par contre, je dois reconnaître que l'interface est très cool. Ah ouais, et ça marche très bien. On bosse plus facilement sur Dex que sur un iPad Pro avec un clavier. Ça va s'améliorer avec iPadOS 26. On va parler d'iOS dans un instant, mais ils ont peut-être réglé le problème pour le moment. Bon, écoutez, on va suivre ça de près en tout cas, c'est sûr, parce que le Trifold de Samsung, moi j'ai qu'une envie, c'est de le tester dès qu'il sort, quoi. Et juste en parlant d'Unpacked en octobre, moi j'attends beaucoup leur casque VR. Mais oui, ça sort quand? C'est à peu près en même temps. Normalement, c'est fin d'année aussi, donc potentiellement, ça pourrait être un peu pour moi. Moi, je pense qu'ils vont faire une conférence spéciale, le futur selon Samsung, et t'auras et le casque et le Trifold. J'aimerais bien. Genre la vision de Samsung pour les 10 ans à venir. En octobre, je me dis, ça serait pas mal. C'est le bon moment pour lâcher ce produit. Mais oui, c'est ça. Et comme dit Cassim, un truc vraiment tourné sur le futur et pas sur des produits qui seront commercialisés dans la foulée. Un Unpacked produit trop cher. Oui, exactement. C'est exactement ça. Bon, écoute, on verra bien comment ça va se passer. Bon, eh bien, je vous propose qu'on passe au test d'iOS 26. Vous avez passé des heures, voire des semaines, avec cette interface qu'on disait longtemps illisible. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé après? Là on en est rendu à la bêta combien d'ailleurs? 8. Alors là et donc la version définitive sortira en même temps que les iPhone 17 sûrement en mi-septembre. Qu'est-ce que vous avez pensé d'iOS 26? Est-ce que iOS 26 s'est amélioré à régler ses défauts de lisibilité, etc. Alors moi j'ai été patient. Je me suis pas lancé dans la bêta dès que c'est sorti. J'ai attendu les bêtas publiques, les trucs un peu plus stables. D'ailleurs là tu dis qu'il y aura effectivement la nouvelle version en version définitive, on va dire, qui va sortir avec les nouveaux iPhones, mais en réalité la bêta publique telle qu'on peut la télécharger aujourd'hui, c'est peu ou prou maintenant la version qui sortira en septembre. Il y aura peut-être 1 ou 2 bugs de plus de corriger, mais voilà. Si vous êtes impatient, installez-le aujourd'hui. Je pense que vous craignez pas grand-chose. Ça craint pas pour la batterie ou quoi? Non, faites une sauvegarde avant, comme d'hab, parce qu'on sait jamais. Et si vous n'êtes pas content, vous pouvez revenir en arrière
derrière avec la sauvegarde. Mais aujourd'hui, les bêta 6, bêta 7, bêta 8, dites-vous que les iPhone 17, ils sont déjà expédiés de Chine et ils sont déjà dans des entrepôts aux Pays-Bas et ils attendent d'être livrés là. Ouais. Donc iOS 26 est déjà finalisé et installé sur des produits qui vont être vendus. Donc la bêta 8 est déjà une version finale. Il y aura dans tous les cas 26.0.1 lancement. Oui, dans la foulée. D'ailleurs, on parle de version définitive, mais ça fait plusieurs années qu'Apple a pris l'habitude de échelonner ses sorties. En réalité, iOS 26, là, ce qu'on va avoir, c'est une première version. Il y aura plein de versions toute l'année. C'est pour ça que d'ailleurs, elle s'appelle iOS 26, puisque c'est pour toute l'année 2026. Nous, on l'aura seulement pour l'automne, là, pour son début de vie, on va dire. Bref, mais ça, on s'en fiche. Surtout, donc Apple avait fait quand même de grosses promesses. Il y avait notamment ce changement de nom majeur. On passe à iOS 26, on abandonne l'ancienne numérotation. Et ils ont fait des grosses promesses de refonte, notamment graphique avec Liquid Glass. Et moi, je dois avouer que je suis pas forcément ultra convaincu par le truc. C'est marrant. Ouais, franchement, t'es un des rares que j'entends dire ça. Mais vas-y, je te laisse. En fait, non, mais effectivement, tu peux pas confondre un iPhone sous iOS 26 avec un iPhone sous une ancienne version. C'est indéniable, tu peux pas, voilà. Donc effectivement, il y a un truc nouveau. Il y a un truc nouveau, il y a un changement majeur. Je trouve que quand même, c'est un peu une occasion manquée dans la mesure où Apple a vraiment attendu des années et des années et des années. Ça faisait 10 ans qu'on était sur la même version en termes de design visuel sur la précédente version d'iOS. Ils ont vraiment attendu pour proposer quelque chose de nouveau. Et en fait, le truc nouveau, c'est un nouveau thème pour iOS qu'on connaissait déjà. Ils sont pas repartis d'une feuille blanche pour repenser à iOS. T'as pas l'impression que l'ergonomie s'en est vue améliorer, etc. Non, c'est la même chose. Le centre de contrôle, il est au même endroit, l'écran de verrouillage, il est au même endroit, tes paramètres, ils sont à peu près orientés de la même façon. Globalement, la philosophie iOS est restée la même. Ce que moi, je critique en tant que ultra fan qui adorerait avoir des nouveautés, mais ce que je comprends aussi que Apple, qui a des centaines de millions d'iPhones en circulation, peut pas changer du jour au lendemain les habitudes de tout le monde. Exactement. Donc évidemment que je le comprends aussi. J'aurais aimé, à titre personnel, parfaitement égoïstement, j'aurais aimé voir Apple prendre un tournant un peu plus radical, de se dire, ok, si on avait sorti pour la première fois l'iPhone en 2025 et qu'il n'y avait jamais eu de smartphone avant, comment on aurait fait notre OS ? En fait, j'aurais aimé qu'ils prennent ce pas-là, comme l'a été iOS à l'époque, justement, quand il est sorti et qu'ils ont dit, on va oublier ce qu'avait fait Windows Mobile, on va oublier ce qu'avait fait, je sais pas, Palm et tout ça. C'est bien Palm, cela dit, WebOS, l'interface découle. Et on va repartir d'une feuille blanche et on va inventer l'iPhone, tu vois. Ouais. J'aurais aimé qu'ils aillent un peu plus là-dedans. Et du coup, ils ont été dans la refonte graphique. Qu'est-ce que tu penses de cette refonte graphique ? Est-ce que toi, en revenant sur d'anciens iPhones, tu dis, parce qu'on a la rédac, on en a, tu dis, wow, ça a pris un coup de vieux, ou est-ce que au final, tu dis, bon. Alors, pour le coup, honnêtement, je dirais que à choisir entre les deux, je préfère la nouvelle version, parce qu'effectivement, il y a un truc de fluidité, ça te met un peu plus de eye candy, tu vois, de choses dans les yeux. Satisfaisante dans les animations et tout. Exactement. Pour autant, c'est pas non plus que les anciens iPhones ils sont devenus inutilisables, tu vois, c'est vraiment un Ils ont pris un petit coup de vieux. Tu trouves pas ? Moi, j'ai mon iPad mini qui est encore sous iPadOS 18, c'est mon seul appareil que j'ai pas mis à jour sur les bêtas. Dès que je le prends, j'ai vraiment l'impression d'être sur iOS 7, quoi. Tu vois, tu prends 10 ans en arrière. L'iPad mini, il est même pas 120 Hz, il me semble, donc déjà non, peut-être il y a pas grand chose qui est 120 Hz chez Apple. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais non, tu me fais remarquer en fait qu'effectivement j'ai mon iPad mini qui est sous l'ancienne version et ça me choque absolument pas. Ah ouais, c'est rigolo. Je passe de l'un à l'autre sans problème et j'ai mon Mac aussi qui est sous l'ancienne version techniquement, même si macOS c'est un peu différent. Et pareil, ça me choque pas non plus. Donc en fait, je dirais que oui, non, je suis vraiment pour le coup, tu me fais faire le test, je suis vraiment pas choqué. Okay, c'est marrant. T'avais pas cette attache particulière et là, ça te fait pas dire waouh, c'est nouveau. Dans le futur, quoi. Ouais, non. Non, okay. non. Donc iOS 26 pour toi, c'est mid. Alors, c'est un peu mid, effectivement. En tout cas, j'aurais préféré que ce soit un peu plus que ça. Je note quand même 2 vraies nouvelles fonctionnalités. Peut-être tu veux parler. Je peux peut-être laisser la parole de. Fini comme ça. C'est intéressant. Il y a vraiment 2 nouvelles fonctionnalités auxquelles j'ai accroché. Ouais. La première, c'est le filtrage des appels par IA, parce qu'on est tous concernés par le fait d'avoir des appels indésirables tout le temps et c'est pénible. Et il y a une nouvelle fonctionnalité sur iOS 26 qui est vraiment très pratique. En gros, ton iPhone va décrocher à ta place. Si c'est un numéro inconnu, si c'était proche et tout ça, il sonne directement. Mais si c'est un numéro totalement inconnu, il va décrocher à ta place. Il va demander à l'interlocuteur pourquoi vous vous appelez. Sans même que tu sois notifié. Exactement. Quel est le motif de ton appel ? Et toi, ton iPhone, il ne te sonne même pas. Tu es en train de t'occuper, tu es au travail, etc. Et une fois que la personne a déclaré son motif, si elle n'a pas raccroché avant,
à ce moment-là, l'iPhone sonne et il te montre le motif de l'appel pour te dire, OK, et du coup, voulez-vous décrocher ou non, etc. Donc au moins, t'es en connaissance du sujet. Et puis ça va dissuader, je pense. C'est un anti-spam. Oui, ça va dissuader 90% des personnes. Surtout au début, en plus, que les gens vont être, à mon avis, choqués par le fait que tu as un robot qui répond au téléphone à la place d'un humain. Mais donc ça, j'ai trouvé ça vraiment pertinent. Et l'autre nouveauté, alors que je trouve cool, mais qui est à tester, c'est impossible d'avoir un avis définitif là-dessus, et elle est un peu plus discrète, Apple l'a un peu moins mis en avant, c'est l'alimentation adaptative. C'est en gros une option qu'a ajoutée Apple pour prolonger l'autonomie de l'iPhone. Donc ils vont en gros ralentir certaines applications un peu plus touchées, on va dire, à la façon dont les performances de l'iPhone jouent, dans le but que ton iPhone ne soit pas à 50% à midi parce que tu as pris une demi-heure de trajet ou quoi, voilà. Okay. Donc en gros, pour prolonger l'autonomie de façon très intelligente et logicielle, très façon Apple, c'est-à-dire que tu n'as pas vraiment le contrôle, tu vas pas contrôler chaque application si elle est en mode performance. C'est un paramètre à activer, quoi. C'est un paramètre à activer et a priori, ton iPhone, il va avoir plus d'autonomie qu'avant. Tu ne l'as pas encore vérifié? Moi, je l'ai activé. Mais j'arriverai pas à te dire si j'ai vraiment plus d'autonomie qu'avant. Ok. Mais je pense que mais j'ai pas non plus des gros problèmes de performance, tu vois, ou quoi. Ouais. Donc j'ai envie de te dire, autant l'activer, quoi. Ouais, ok. Voilà. Nico, toi, alors j'ai l'impression que tu as un avis qui est complètement différent, même si peut-être qu'il y a 2-3 trucs qui se rejoignent. On se rejoint. Qu'est-ce que tu penses d'iOS 26 ? Alors pourtant, toi, tu l'as utilisé dès la bêta 1, quoi. Ouais, depuis début juin, j'ai eu le droit aux premières versions. Déjà, juste un truc, parce qu'on dit qu'au début c'était illisible. Je suis pas d'accord. Hein. C'est pas parce qu'on sélectionne un fond d'écran sur lequel c'est illisible et qu'on fait une capture d'écran pour avoir 8000 retweets que c'est illisible. En réalité, c'était dès la bêta 1, c'était très cool, très bien. Les problèmes de la première bêta, c'était que ça surchauffait et qu'il n'y avait pas de batterie. C'était pas un problème de lisibilité. Le flou aussi à l'arrière-plan des icônes et tout était pas très intense. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont assombri le fond d'écran et l'arrière-plan pour que ce soit un petit peu plus lisible. Mais ça ressemble du coup un peu plus à ce qu'ils faisaient avant. De ce côté-là, c'était pareil. Ils ont mis du flou. Ça, mais t'as toujours cet effet de vert brillant avec des reflets, tout ça. Là où je rejoins Cassim quand il dit que ça n'a pas changé l'ergonomie et l'utilisation. Mais je vais te rejoindre avec une question. Pourquoi les gens réclament toujours du changement et quand il y a du changement, ils se plaignent que c'était mieux avant? Et je pense que c'est ça le problème. C'est que tu vois, le meilleur exemple sur pourquoi ils n'ont pas fait ça, c'est l'application photo de l'année dernière. Elle était cool, l'application photo. C'était un peu révolutionnaire, entre guillemets, de remplacer les onglets par une seule application sous la forme d'une liste. C'était peut-être d'ailleurs un aperçu de ce qu'on aurait pu avoir avec un iOS 26. Qu'est-ce que ça a donné? Des gens qui ont passé un an à râler, qu'ils trouvaient plus où étaient leurs albums photos et que ça les énervait le changement et que c'était mieux avant. Donc en fait, quand t'as une base utilisateur avec plus d'1 milliard d'appareils en circulation, je pense que dire qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui de complètement différent alors que les gens aiment déjà tes produits, c'est la certitude d'avoir des gens qui vont râler et de devoir faire des retours en arrière. Ouais. Donc pour moi, leur approche, finalement, elle est bonne parce qu'ils changent toute l'interface d'iOS. Il y a des trucs sur lesquels j'aurais été un petit peu plus radical. Moi, je trouve que les icônes, ils sont pas allés assez loin. C'est les mêmes icônes avec un thème. J'aurais préféré des nouveaux icônes, pour le coup, qui accompagnent la refonte graphique. Ouais. Mais sur tout le reste, c'est cool. Les pop-up des notifications système, ils ont changé. Les listes avec les boutons, quand tu sélectionnes quelque chose, ça a changé. Toutes tes applications, le sélecteur, le fait que ce soit un truc en vert, fait par exemple que quand tu es dans Apple Music et que tu passes de l'accueil à nouveauté, tu vas avoir le reflet de l'icône rouge qui se reflète sur le bord du téléphone comme si c'était un vrai élément de verre avec de la lumière. Et pour moi, iOS 26, c'est pas une révolution, mais c'est le retour du fun chez Apple. Et c'est cool, c'est bête, mais c'est suffisant pour en faire une bonne mise à jour. Parce qu'on est dans un monde de la tech où tout se ressemble, où Apple ne fait pas beaucoup d'évolution d'une année à l'autre. Et là, j'ai la conviction qu'en septembre, sur la grande majorité des personnes qui vont installer iOS 26, la plupart des gens vont dire c'est stylé. Et c'est quelque chose que tu as rarement avec les mises à jour. C'est rare que tu aies une fonction qui te fasse dire ça. Ils vont pas te dire ouais, c'est galère, je sais plus comment retourner en arrière, j'arrive plus à savoir comment trouver une barre de recherche. Ils vont pas changer la présentation des applications, mais ils vont juste refaire le design, rajouter de la couleur, rajouter des reflets, rajouter de la transparence. Et pour moi, de ce point de vue-là, c'est un des redesigns les mieux maîtrisés. Ils s'en sortent sans doute beaucoup mieux qu'avec iOS 7, qui avait été difficile à digérer pour beaucoup de personnes. Pour moi, ils ont réussi le truc. J'aurais peut-être aimé que ce soit un petit peu plus, mais je trouve que l'interface est vraiment belle. Je dirais aussi, pour juste compléter ce que tu disais par rapport au monsieur qui fait des tweets qui a 5000 retweets, que iOS 26 s'apprécie beaucoup plus vivant qu'en screenshot. C'est-à-dire qu'en gros, comme tu le disais un peu avec les reflets sur l'application musique, il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'animation et de la réactivité. Beaucoup plus rapide, ouais.
que tu fais à l'écran. Et donc, c'est de la réaction, c'est de l'animation, etc. Donc, c'est du dynamique. C'est snappy. Voilà. En fait, quand tu vas installer iOS 26 sur ton iPhone, soit iOS 18 en septembre, d'un coup, tu auras l'impression que tes applications vont plus vite. Et ça aussi, ça va jouer. Au-delà du design, tu ouvres un truc, tu vas dire, putain, mon iPhone, il a gagné en vitesse. C'est pas le cas, juste l'animation, elle est plus rapide. Mais du coup, c'est cool et ça en a fait. Juste, je vois dans les commentaires, les gens sont en train de débattre sur la fonction anti-spam et sur sa dispo en Europe. C'est dispo en Europe, ces fonctions. Il n'y a pas de. Les seuls trucs qui sont bloqués chez nous, c'est l'enregistrement des appels. C'est interdit en France d'enregistrer un appel, du coup, on n'a pas ça. Et toujours iPhone Mirroring qui permet d'avoir l'écran de son iPhone sur le Mac. Mais sinon, toutes les fonctions. Et pourquoi ça s'est bloqué ? Alors, iPhone Mirroring ou les appels ? iPhone Mirroring. Parce que Apple et l'Union européenne sont difficiles à mettre d'accord. Et Apple a pour volonté de faire comprendre à l'Europe que l'Europe est méchante. Et donc, Apple bloque un peu des choses. J'ai un article sur... Non, mais ça n'a pas de rapport avec des lois de l'Union européenne. Officiellement, Apple fait une interprétation selon laquelle s'ils sortent iPhone Mirroring sur Mac, l'Union européenne va considérer que le Mac est une plateforme à réguler ou que l'Union européenne va demander iPhone Mirroring sur Windows. Moi, quand j'en parle à l'Union européenne, ils me disent bah non, pourquoi on dirait ça ? Mais Apple dit. Ça arrange bien donc, Apple en fait de dire ça. J'ai un article assez complet sur Numérama que j'ai fait en juin où j'ai discuté avec les dirigeants d'Apple qui avaient expliqué le problème avec l'Europe et pourquoi ils pensaient que l'Europe allait tuer l'iPhone. Grosse déclaration. Donc si ça vous intéresse ces thématiques-là, je vous encourage à aller voir sur Numérama. Cela dit, effectivement, pour rebondir sur le côté de l'IA qui répond à ta place, il y a une petite subtilité d'ailleurs que j'avais demandé à Apple, et enfin, faut le savoir, c'est un peu particulier. C'est que c'est ton iPhone qui répond à ta place, et du coup, il va répondre dans la langue que tu as configurée avec ton iPhone. Très bête. Autrement dit, il va toujours répondre en français pour un iPhone français, même si c'est un interlocuteur américain ou anglophone qui t'appelle. C'est pas très AI tout ça. Ce qui est un peu dommage quand tu as un usage professionnel de ton iPhone et que tu as potentiellement des interlocuteurs qui peuvent être, notamment si tu es en voyage de presse à l'étranger, au hasard. Du coup, tu as une personne qui va t'appeler en anglais, d'un coup, tu as l'iPhone qui va lui dire bonjour, est-ce que vous pourriez donner votre motif ? Et la personne va juste pas comprendre. Et d'ailleurs, ils gèrent très mal les langues chez Apple. Un truc tout bête, si tu changes la langue de ton Siri, et t'as plus Apple Intelligence. Tu dois avoir la langue de Siri dans la même langue que le système et qu'Apple Intelligence. S'il y a un des trois qui est pas la même chose, il désactive tout le service, quoi. C'est très bête. Et pareil, du coup, sur les appels, tu es obligé d'avoir la langue de ta carte SIM, sinon ça bloque tout. Est-ce qu'il y a d'autres fonctionnalités, Nico, qui t'ont marqué, toi, sur iOS 26 ? Qu'est-ce qui m'a marqué sur iOS 26 ? Globalement, je pense que c'est une mise à jour tournée autour du design. Vraiment, c'est le point essentiel. Je trouve que l'application appareil photo, la nouvelle, est très belle. Ils ont changé complètement l'interface de l'appareil photo et c'est beaucoup plus simple. Ça a été bien pensé. On a un accès facilité à toutes les options, le flash, etc. Donc ça, c'est cool. Après, en soi, au niveau des fonctions, je pense que c'est pas la mise à jour qui va le plus vous impressionner en termes de nouveautés. C'est pas tellement iOS 26 qui m'impressionne, c'est plutôt iPadOS et macOS. macOS, le nouveau design est très rafraîchissant. Et surtout, iPadOS, c'est une vraie libération. C'est-à-dire que tu as un iPadOS qui ressemble à macOS. Tu peux avoir c'est vrai ? Tu peux avoir 10 applications si tu veux. C'est une vraie souris avec un pointeur en forme de flèche. Mais non. Tu peux redimensionner tes applications. Tu peux les mettre dans tous les sens. Est-ce qu'il y a une vraie application fichier qui bug pas et qui met pas 40 ans de transfert ? C'est ça qui pour moi qui fait un bon ordinateur. C'est toujours l'application Files, c'est un peu amélioré, mais elle est toujours scalée. Par contre, tu peux pour la première fois avoir vraiment plein de fenêtres, en mettre partout, travailler dessus au trackpad, à la souris. T'as aussi fichier, édition, présentation en haut, c'est la barre de menu. Ah ouais. Donc, du coup, c'est macOS en fait. L'iPad est le mieux traité et tout à l'heure on parlait des téléphones pliants. Petit indice, parce que quand t'as quand même une option qui te permet quand t'as 3 applications d'appuyer et de les couper en 3. Ce serait quand même assez parfait sur un téléphone avec un grand écran. Donc ça laisse deviner vers quoi on se dirige. C'est ouf qu'ils fassent ça sur l'iPad parce que pendant longtemps, on se disait, en tout cas les experts Apple disaient non, sur l'iPad, ils vont jamais mettre un truc équivalent à macOS parce que sinon macOS n'a plus d'intérêt, l'iPad est différent, etc. Et au final, là, ils rapprochent quand même les deux OS. Ils les ont bien rapprochés. T'as toujours les applications, des petites exclusivités à droite à gauche, des choses qui vont mieux marcher sur l'iPad, carte tactile, des choses que seul le Mac peut faire. Tu peux pas installer d'applications qui viennent d'internet sur la Mac. Par exemple, si je veux installer la suite Adobe, je peux pas. En tout cas, pas. C'est pas les mêmes logiciels. L'iPadOS est globalement un grand iOS, donc tu installes les applications de l'iPhone, mais pas les applications du Mac. C'est pas le Mac, quoi. On peut pas installer de .exe. Non, ça reste. J'ai essayé un peu de travailler avec. Pour la première fois, je dirais que c'est
pas impossible. Okay. J'ai passé 2-3 journées là cet été en télétravail sur iPad à utiliser l'iPad pour tout faire. Les fenêtres, ça marche bien, les fichiers, ça marche pas trop mal, mais il y a toujours, il y a un manque de logiciels professionnels. Concrètement, tu vois, t'as pas de vrai logiciel d'édition photo sur un iPad, qui fait que par rapport au Mac, pour faire la même chose, juste une image avec un logo, je vais passer 6 minutes sur l'iPad, alors que sur le Mac, il va me falloir 25 secondes. Ouais. Donc c'est toujours un peu contraignant, mais ça s'améliore. Après, en soi, iOS n'est pas la mise à jour de plus grosses nouveautés, c'est surtout le design, mais je suis convaincu que les gens vont aimer, et rien que ça, c'est rassurant. J'ai une dernière question. Est-ce que, parce que je pense que Nico, c'est surtout toi qui as pu faire ce comparatif, peut-être toi un peu, Edouard, t'as utilisé iOS 26 ou pas du tout ? Toujours sur 18. Ah d'accord. Donc surtout Nico, qu'est-ce que tu penses de la confrontation entre guillemets entre un One UI 8 qui est sorti cet été et iOS 26? Je pensais que tu allais me parler d'Android 16 et le matériel trop expressif, tu vois. Là pour le coup, on va parler d'OS qu'on a pu tester. La comparaison, ouais, c'est deux approches, même 3 approches totalement différentes. Mais c'est cool en fait. On a, par exemple, chez Google opte pour la couleur, la rondeur, les gros boutons. Samsung opte pour une interface un peu simplifiée, mais qui ressemble peut-être un petit peu plus à iOS 18 qu'à Android ou à iOS 26. Et Apple mise sur le vert, le côté ultra reflet, brillant, des designs avec, tu vois, par exemple, un truc que j'adore sur iOS en évolution, qui est tout bête, hein, c'est qu'avant, quand tu avais un message au milieu, le message était centré, c'est-à-dire que le texte était centré, les boutons étaient centrés. Là, maintenant, tout est indexé sur la gauche. Donc, du coup, ça ressemble plus à une page de lecture et ça rafraîchit complètement l'interface. C'est pas un truc dont on a l'habitude sur les OS. Donc, pour moi, iOS est celui qui a l'approche la plus réformatrice, la plus moderne, c'est celui qui essaye de faire des choses différemment. Maintenant, One UI 8 est très bien, Material 3 Expressive est très coloré, très cool. Et ce qui est bien, c'est qu'on est de nouveau dans des interfaces différentes d'un appareil à un autre. Celui qui passe d'un iPhone à un Pixel ou d'un Samsung à un iPhone va vraiment sentir des différences et n'aura pas l'impression que c'est la même chose. Je sais que les gens disent beaucoup qu'iOS 26 ressemble à Android sur certains aspects. Oui, mais quand même, globalement, ce qu'ils font sur le calcul des animations en temps réel, ça leur est exclusif. Ok. Donc, mais One UI 8, toi, tu l'as testé pour le coup pas mal, non? One UI 8, si, j'ai joué avec sur le Galaxy Z Flip 7 FE. Et je me souviens que toi, tu avais beaucoup testé aussi One UI 7, où tu avais pu voir toutes les différences aussi de l'OS, si je me trompe pas. Entre 7 et le 8, les différences étaient... Ouais, non, c'était majoritairement sur quelques... Ils ont sorti le 7 et le 8 à la suite. Quelques fonctions d'IA en plus, c'est tout, quoi. Parce que, attends, le 7 est sorti en janvier avec les S25 et on a eu 8 avec les Z. Là, il y a le 7 avait 6 mois de retard, surtout. Ils ont eu un gros problème de lancement sur le 7, ce qui fait que du coup, le 8 était prêt à temps, alors que le 7 a galéré. Et puis Android aussi, enfin Google qui a mis un petit peu des bâtons dans les roues en changeant son calendrier là, depuis 12-24 mois. Enfin voilà, c'est un petit peu le bazar, quoi. Ok, donc là, à suivre iOS 26, ça sortira pour sûr avec l'iPhone 17. Avant même, la conférence d'Apple est le 9 septembre, donc ça signifie le 16 probablement. Généralement, c'est toujours le lundi après la keynote. Donc, à la keynote, on a la version définitive pour les gens en bêta. C'est ça. RC. Donc ça, tu peux installer en étant encore plus sûr que la bêta. Mais bon, vous verrez que ce sera le même numéro de version, ou 2 numéros de version au-dessus, c'est tout. Ouais. Le lundi, il y aura sans doute la version finale. Et le vendredi, il y aura l'iPhone 17. Bah écoute, on va suivre ça de près. J'ai envie. Et côté mise à jour, tiens, juste pour précision, a priori, c'est à partir de l'iPhone SE2. Voilà. SE2, et c'est quoi? C'est 11 ou 16? Attends, je vais regarder, j'ai un doute. Je crois que le 16 est peut-être abandonné. Ça, c'est toujours intéressant parce que c'est vrai que. Ouais, c'est important de le dire. C'est à partir de l'iPhone 11 sur les. À partir de l'iPhone 11. iPhone 11 et SE2 qui est équivalent du coup. Mais à partir de l'iPhone 11, donc ça fait quand même une belle longévité. 2019. Ouais, on est bien. D'ailleurs, pardon, je continue la digression, mais juste le SE2 et tous les iPhones qui étaient en écran comme ça de 4,7 pouces, c'est de plus en plus inutilisable. iOS, toutes les interfaces sont faites... Enfin, ça sort en termes de mise en page, c'est beaucoup trop grand par rapport à... Il y a des boutons qui sortent de l'écran, enfin, ça marche plus, quoi. Ah, tu veux dire qu'en fait, ça n'a pas été recalibré? Vraiment, on a des soucis. Il y a des applications, il y a des applications, des sites web et tout. Enfin, surtout des applications. Non, c'est pas iOS. C'est les développeurs. iOS 26 est adapté. C'est marrant d'ailleurs de voir iOS 26 avec le bouton Home, alors que les animations sont faites pour le geste. Mais par contre, oui, en effet, les développeurs mis sur les grands écrans et le 4,7 pouces, bah, ça a 10 ans de trop, quoi. Ouais, non, mais... Hyper intéressant. Merci les gars, et merci Edouard. C'est la fin pour toi pendant cette émission. C'est la fin pour toi.
toi. C'est la fin pour On toi. te revoit bientôt, notamment sur Frandroid. Oui. Parce que tu vas sortir ton test des Pixel 10. Et je peux pas encore en parler, sinon j'en aurais parlé tout de suite. On n'en parle pas. On n'en parle pas, mais ça va sortir bientôt. Quelques semaines un peu chargées, quoi. Oui, exactement. Ah oui, là, le mois de septembre s'annonce bien. Voilà. Très bien. Eh bien, écoute, merci à tous. On continue tout de suite. Il y a une petite séquence, mais on va accueillir surtout notre invité. Nicolas, il faut que tu changes de siège. Ouais, notre invité va arriver. On met un générique unlock, c'est parti. Vas-y, tu peux venir, Meir. Salut. Bonjour. C'est son entrée. Bonjour. Bonjour, Meir. Ça fait trop plaisir de te revoir. Ça fait hyper longtemps qu'on s'est pas vu. Bah oui. Donc, alors prends bien ton micro proche de toi. Ouais. Je vous présente Meir. Alors, bonjour salut. Donc Meir, tu es producteur de musique. Ouais, compositeur. On se connaît en dehors de ce métier-là. Tout à fait. Mais ça fait plaisir de t'avoir sur ce plateau et un peu irréaliste d'ailleurs. C'est drôle. Ouais. Vous le dites si on vous dérange. C'est trop drôle. En vrai, c'est trop drôle. Nos retrouvailles. Ouais. Donc. Aujourd'hui, alors, on se réunit là parce qu'on va parler d'un sujet qui est hyper important et nous, on a plein de questions à te poser, mais parce que t'es producteur de musique. Alors, je vais pas tous les citer, mais tu produis des musiques et tu composes et tu écris pour beaucoup d'artistes qu'on connaît tous super bien. Alors, j'ai vu très récemment Lara Fabian. Tout à fait. Donc, trop drôle. Ouais. Mais aussi du Camille Lelouch, Vita, Slimane. Et puis, alors, je suppose que tu pourrais m'en citer plein d'autres. Ouais, il y en a plein d'autres. Mais voilà, les plus gros, on va dire. Ouais. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller checker son Insta d'ailleurs, parce que alors ton Insta pro c'est Meia Musique. Meia Musique, ouais, ça c'est ouais. Et sinon c'est Meilleur Visual toujours. Meilleur Visual c'est pour les clips. Je fais aussi des clips. Et Meilleur.ça c'est mon Insta musique, on va dire à moi. Trop bien. Donc n'hésitez pas à aller le checker parce que vous verrez les prods sont assez quali. Mais on a plein de questions, parce qu'aujourd'hui, on va parler de comment se comporte la musique, enfin en tout cas le business model de la musique sur Spotify, et puis surtout l'arrivée de l'IA dans tout ça. Ouais. Je suis curieux de savoir si toi, tu as déjà eu des questions autour de ces sujets-là dans ton milieu professionnel. Ouais. Et nous, en tout cas Cassim et avec Nico, on a plein de questions. Nico, faut peut-être que tu te rapproches un petit peu. J'ai l'impression que tu t'es éloigné depuis tout à l'heure. Ah, j'ai la peur. On va se rapprocher. Déjà... Meir, aujourd'hui, comment fonctionne le business model d'une musique sur Spotify, histoire qu'on comprenne déjà les bases? Le business model, tu vas avoir donc des artistes qui vont sortir des chansons, donc pour les diffuser donc sur les plateformes, etc. Donc ça va être la même chose sur Deezer, sur Spotify, même dans les magasins. Donc après on va parler que des plateformes. Donc tu as la chanson qui sort, donc tu passes par un distributeur. Donc soit c'est une maison de disques, soit tu as des outils comme TuneCore par exemple, qui sont des trucs pour les indépendants qui sont faits pour que tu puisses diffuser ta musique, distribuer ta musique. Et donc, une fois que c'est disponible sur Spotify, après, tout le monde peut aller les écouter. Et après, tu vas avoir tout le système de playlist, donc sur Spotify, sur Deezer, etc. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Tu dois passer par des attachés de presse qui vont en fait pitcher tes chansons à Spotify. Comme en fait, ça se passe en radio. Enfin, à l'époque, ça se passait comme ça en radio. Ça se passe toujours comme ça en radio. Mais là, vraiment, c'est un autre métier, on va dire. Vraiment, ça s'appelle pitcher pour les plateformes. Ok. Et donc, je savais même pas que ça existait ce métier. C'est eux, ils vont donc faire des rendez-vous avec Spotify, leur dire voilà. Donc c'est à chaque fois un attaché de presse dépend d'un artiste ou il a plusieurs artistes, mais on va dire chaque artiste doit avoir un attaché de presse pour ça. Et ils vont du coup pitcher leur titre et donc annoncer vendredi il y a Taylor Swift qui sort son prochain titre. C'est ça. Ils font écouter un extrait, etc. Et après, les platformers, donc les gens qui décident des plateformes, ils sont pleins, vont eux choisir est-ce qu'on met dans telle plateforme, etc. T'as les New Music Friday, et compagnie. Et là, c'est là où je pense que la place est chère, quoi. T'as intérêt d'être dans la playlist. Déjà, si t'as pas de pitcher, tu passes pas. Ouais. Déjà, c'est mort. Oui. Et oui, après, c'est vraiment comment ton pitcher il peut convaincre les gens de te mettre dans telle playlist, etc. Donc ouais, c'est très compliqué d'y entrer et ça peut te changer la vie. Ouais. Quelqu'un qui est pas connu, il rentre sur Equal ou des trucs comme ça, c'est life changer, franchement. Ouais. Donc t'as tout ce système du coup d'entrer dans les playlists pour te faire connaître du grand public. Ouais. Et ensuite la rémunération, comment ça fonctionne exactement? Et après, c'est des droits d'auteur. Enfin, t'as les droits de production qui sont une partie. Donc quand t'as un stream, t'as une partie des droits donc qui va à la production. Donc les gens qui ont produit, donc les producteurs, les investisseurs, on va dire. Donc les maisons de disques, les labels, etc. Et t'as une autre partie qui va aux droits d'auteur. Ça c'est pour les créatifs. Donc qui est redistribué, qui est calculé suivant, après c'est un peu compliqué, mais c'est la SACEM qui gère les droits d'auteur, je pense que vous connaissez, voilà. Et donc suivant ce que tu as fait, tu as composé, tu as écrit, etc., tu as un nombre de points et tu récupères une somme à la fin. Donc, et cet argent est distribué par la plateforme directement. C'est Spotify, avec l'argent qui s'est fait avec tous les abonnements, et va vous distribuer. Exactement, c'est ça, voilà. Par rapport aux abonnements,
Tout à fait. Et c'est à l'écoute, du coup, c'est un prorata de combien t'as. Donc, si t'as genre 20 écoutes, tu peux déjà avoir quelques centimes, peut-être. Complètement. Okay. Complètement. Donc, selon le succès de ton titre, là, vraiment. C'est exactement ça, ouais. Aujourd'hui, il y a une polémique qui a apparu récement avec des artistes qui vont vraiment commencer à boycotter Spotify. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? C'est quoi le problème avec ce système? Le vrai problème, c'est que déjà, ils rémunèrent pas beaucoup par rapport aux autres plateformes. Ça, c'est un vrai. C'est vrai, l'idée selon laquelle chaque plateforme va payer différemment. C'est vrai, et c'est la même chose, par exemple, chez les radios. C'est un truc qu'on connaît peut-être un peu mieux, ou même les programmes TV. Suivant la chaîne sur laquelle ta chanson va passer, t'as des différentes rémunérations. Ça dépend des pubs, ça dépend du nombre de gens qui vont être présents sur la chaîne, etc. Donc en fait, t'as beaucoup de variations. Et c'est pour ça que c'est hyper difficile d'anticiper combien une chanson va te rapporter en fait au fond, parce que ça dépend de tellement de choses, de quel moment elle est passée dans la journée, c'est hyper complexe. Donc c'est vrai que chaque plateforme a en fait des accords avec la SACEM qui sont tous différents. La SACEM se bat pour essayer de gratter le plus pour ses auteurs-compositeurs, mais Spotify fait partie de ceux qui payent le moins, par exemple. Et aujourd'hui, juste à titre, entre les 4-5 grosses plateformes, qui rémunère le mieux les artistes? J'ai pas les chiffres et tout, donc je pourrais pas dire, je les connais pas par cœur, mais je crois que Deezer, ils sont plutôt bien. En tout cas, je sais qu'ils se battent plutôt pour les artistes. Après les autres, Apple Music, je crois que c'est pas loin de Spotify. Qui est purement français, il me semble. Ouais. Complètement, ouais. Et voilà. Donc les autres, je connais pas bien les chiffres, donc je pourrais pas dire, mais il y a quand même une différence, ouais. Pardon, Vas-y. Non, mais du coup, ça me fait penser à une chose, c'est si jamais j'ai un artiste que j'adore. Du coup, la meilleure façon de le soutenir aujourd'hui, au-delà d'écouter en boucle ses musiques sur Spotify, du coup. D'acheter les CD. Ouais, acheter les CD. Et les concerts, maintenant, la vraie rémunération des artistes, c'est les concerts. Okay. Franchement. Ah ouais. T'as une vraie différence du coup sur la rétribution d'argent. Déjà, en termes de droits d'auteur, complètement. Et même les artistes aujourd'hui, alors c'est encore plus compliqué, mais ils produisent leur tournée, donc ils deviennent producteurs de leur tournée. Donc en fait, ils gagnent vraiment beaucoup plus. Ça devient une entreprise personnelle, quoi. Complètement, ouais. Okay. Ouais, ils sont en général coproducteurs avec un tourneur, du coup, qui est une société qui produit des tournées. Mais en général, ouais, c'est comme ça qu'ils gagnent leur argent. C'est que je vulgarise, mais avant, les artistes gagnaient leur vie majoritairement avec les disques et les concerts, c'était en plus pour la fanbase. Et aujourd'hui, ça s'est inversé, c'est-à-dire que le stream va juste servir à la popularité et c'est les concerts l'économie. Ouais. Ok. C'est un résumé rapide, mais c'est ça. Ouais. Est-ce qu'on est d'accord qu'aujourd'hui, la vente de CD, c'est résiduel par rapport aux écoutes Spotify? Ça dépend des artistes en vrai. Typiquement Lara Fabian ou même Slimane, ou tout ça, c'est des artistes qui vendent quand même pas mal en physique encore. Les gens, ils ont envie d'avoir les CD, même s'ils ont plus de quoi les écouter chez eux. Ils ont les CD. C'est la question. Bah oui. T'as les voitures en vrai. Mais encore maintenant, c'est quand même rare. Les voitures récentes, elles ont plus trop de CD. Mais... J'ai des vinyles chez moi, j'ai absolument pas de lecteur de vinyle. C'est trop drôle. Alors ça, c'est encore autre chose. Moi, je me suis mis dans les vinyles il y a pas longtemps, donc ça, c'est plus une passion. C'est encore une autre façon de consommer la musique. Après, peut-être qu'on en parlera au fur et à mesure du débat. Mais ouais, du coup, le mieux, c'est d'aller voir les concerts et d'acheter quand même les CD le plus possible. Donc, t'as cette réunion. Donc, mais Spotify représente quand même l'ensemble des écoutes, je suppose, d'un titre. Enfin, les plateformes aujourd'hui, les gens, j'ai l'impression que tout le monde écoute des musiques sur les plateformes. Oui, complètement. Aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression que l'industrie de la musique a changé depuis que les plateformes sont devenues aussi importantes? Complètement. Alors, je suis pas si vieux que ça, donc j'ai pas vu un grand switch extrême, mais c'est vrai que... ça fait quand même un moment que tu fais de la musique. Hein. Voilà, non, ça fait un peu plus de 10 ans, donc j'ai quand même vu pas mal de changements. Déjà, c'est sur la quantité de chansons. Ça, c'est un vrai truc. La quantité de chansons par jour qui sort, je crois que c'était autour de 10 millions, mais je suis pas sûr. Mon chiffre est peut-être faux, mais c'est un chiffre énorme, franchement. Aujourd'hui, tout le monde peut sortir de la musique. C'est ça qui est fou, qui est génial d'un autre côté, parce que c'est accessible à tout le monde. Mais c'est vrai que la quantité, elle est folle. Donc en fait, forcément, dans toute la masse, il faut réussir à sortir du lot quand on veut que ça marche. Donc ça, c'est encore plus difficile, j'ai envie de dire. J'ai l'impression qu'à l'époque, on va parler de Claude François, de toute cette époque-là, il y avait peu d'artistes en fait qui étaient vraiment devant de la scène. Et les gens consommaient ces artistes-là, ils allaient pas forcément chercher ailleurs. Il y avait des petits émergents, mais c'est vrai qu'il y avait un truc où il y avait 2-3 artistes qui constituaient vraiment une plus grosse globalité des écoutes des gens, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement d'artistes, tellement de choses que pour marcher, c'est très très difficile. Et après, moi, j'ai connu vraiment le moment où c'était la radio qui était leader. Donc, il fallait que ta chanson, quand tu veux que ça marche, ça passe sur une radio, surtout sur Énergie, qui était la radio qui avait le plus d'auditeurs. Ouais. Et qui payait le plus en droit d'auteur pour le coup. Donc il fallait qu'eux ils te valident pour que en fait ça marche.
Si tu passais sur Énergie, les autres radios allaient se dire bon, eux, s'ils le passent, alors on va passer chez nous aussi. Exactement. Donc il y avait plein de stratégies pour réussir à passer chez Énergie. Donc tu passais par plein de radios de province qui eux en fait ont pas peur de prendre des risques. Parce que tout est compliqué, mais les radios en fait elles sont financées par les pubs. Donc, elles veulent que en fait tu restes sur la radio parce que ils ont dit que il y a Lara Fabian qui passe juste après la pub et en fait leur but c'est que tu restes pendant la pub quoi. C'est ça tout le truc, c'est ça le business. Donc ils veulent des grosses têtes mais ils veulent pas prendre de risques sur un petit artiste qui est pas connu. Eux ça les intéresse pas. Donc voilà, tu fais des stratégies avec les radios de province pour essayer de faire monter ton artiste pour que eux écoutent, ils disent ah franchement c'est pas mal, sur les autres radios ils ont tenté le pari, j'y vais aussi. Et après, c'est hyper strict. Je sais pas si sur Spotify ça se passe exactement comme ça, mais en tout cas, chez Énergie, typiquement, ils passent ta chanson dans certains créneaux très précis et ils appellent les auditeurs. Est-ce que vous avez entendu ce titre? Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous aimez pas? En fait, ils font des tests. Il y a toute une série de tests quand tu sors ta chanson. Et si ta chanson passe tous les tests, après, ils la laissent. Et après, tu as ce qu'on appelle les entrées en playlist. Là, je parle vraiment des radios. Donc, c'est 3 fois par jour, 4 fois par jour, ils vont passer ta chanson. Si tu es en croissance, on va dire, ça se passe bien, ils montent ton nombre de rotations. Et si ça se passe pas bien, ils sortent ta chanson, quoi. Et la radio reste encore un énorme poids dans ça reste encore très important, complètement. Mais c'est vrai que du coup, en fait, c'était on appelait ça un peu les monstres des radios parce que tu avais quelques personnes qui décidaient en gros un peu de ta carrière parce que voilà, si te passe ta chanson, en fait, c'est génial, mais si te la passe pas, t'es foutu. T'es pas foutu, mais il faut que tu trouves d'autres moyens. Mais c'est vrai que c'est un bon raccourci, on va dire. Un raccourci, des fois, ça prend des années, mais en tout cas, ça te permet d'aller un peu plus vite. Et c'est vrai que il y avait tout ce truc-là, et quand les plateformes de streaming sont arrivées, on s'est dit c'est génial, chacun peut écouter ce qu'il veut, quand il veut. C'est beaucoup plus ouvert, en fait. Tu vois, tu dans ta voiture, t'as ta playlist ou peu importe, mais t'es pas comme dans la radio, on t'impose des chansons à écouter. Et donc, c'est vrai que quand c'est arrivé, c'était génial. Et puis là, en fait, c'est en train de se tourner la même chose avec les playlisters et ce que je disais tout à l'heure, mais tu as des grosses playlists où en fait, tu dois convaincre le mec de te passer et en fait, ça revient au même que ce qu'il y avait sur les radios, quoi. Et en plus de ça, ça paye moins, je suppose. Et en plus, ça paye moins, ouais. Donc, c'est pour ça qu'il y a un espèce de boycott. Il y a même des artistes qui ont décidé de se retirer de la plateforme de Spotify pour justement boycotter la plateforme en luttant. Donc, c'est contre tout ce système, je suppose, et aussi la rémunération qui est de plus en plus faible. Complètement. Donc, c'est quand même un truc de ouf, quoi. Toi, je suppose, vous écoutez tous les deux. Vous êtes sur quelle plateforme? Toi, t'es sur Apple Music? Je suis sur Apple Music, ouais. Parce que j'ai un héritage. J'ai fait de la résistance au streaming pendant longtemps. J'étais très iTunes il y a très longtemps. J'achetais mes morceaux et du coup j'avais un gros catalogue iTunes et ça me faisait mal au cœur de l'abandonner pour passer sur Spotify ou Deezer. Donc j'ai attendu qu'Apple Music arrive pour me mettre au streaming. Et oui, j'utilise beaucoup et j'avoue aussi que comme tout le monde, je vais dans les onglets explorer, je regarde les playlists. Quand je suis à la piscine, je tape piscine dans la barre de recherche et je regarde la playlist, été summer pool et j'écoute ça. Donc moi, je suis débile, je mets le nom de la saison. Genre, je mets hiver. Bien sûr. Été. Mais t'as ce gros business de la playlist, tu le vois dans les communications des marques. Je rebondis parce que c'est vraiment un truc dont je voulais parler, mais c'est ce qu'ils appellent des playlists utilitaires. C'est que maintenant, en fait, la musique se consomme comme ça. Tu fais ton ménage, tu tapes ménage, tu fais une playlist. Non, mais c'est vrai. Et c'est vrai que, pour parler après du sujet du reste, de l'IA, etc., mais c'est vrai que, en fait, ça change tout. Parce que la façon dont tu consommes ta musique aujourd'hui, c'est vraiment un peu fast fashion. Enfin, tu vois, c'est-à-dire, tu t'en fous de ce qu'il y a dans tes oreilles. En gros, tu sais que ça a été trié pour ce que tu veux en faire. En fait, même tu te préoccupes même pas de ce que tu écoutes. C'est juste du flux, ce qu'on appelle la musique de flux, quoi. Il y a une marque qui avait fait beaucoup parler d'elle, une marque d'alimentation, une marque de pâtes, puisqu'elle avait proposé des playlists de 7 minutes pour cuire. En fait, c'était pile des chansons de pile 7 minutes pour le temps de cuisson de tes pâtes. Et du coup, tu savais qu'à la fin de la chanson, elle était al dente, quoi. C'est vrai que les playlists ont eu un impact. Enfin, je parlais de l'époque où j'achetais des choses sur iTunes. J'achetais des albums et les albums, je les écoutais en boucle dans l'ordre de l'album. Je le fais encore sur mes artistes préférés, mais sinon, la plupart du temps, je vais écouter une playlist, voire je vais lancer les radios personnalisées qui se basent sur mes goûts et qui me mettent que des trucs que j'aime, que j'ai déjà écoutés, qui peuvent me plaire et je me contente de ça. Donc on s'en rend pas compte, mais ça a changé. Et d'ailleurs, on parlait des façons d'aider les artistes. Acheter les albums sur iTunes, par exemple, c'est beaucoup plus rémunérateur que d'aller écouter les streams, etc. Donc mais complètement, c'est vrai que ça change la façon de consommer la musique et aussi du coup de la créer finalement, parce que après t'as des gens qui vont vraiment créer des musiques juste pour des gens qui travaillent, donc ça va être juste des bruits, des trucs, enfin voilà, et ces gens-là sont payés avec des droits d'auteur et tout, tu vois, c'est leur création, donc il y a pas de problème. Mais c'est vrai que c'est une autre façon c'est vrai qu'à l'époque on achetait les albums, on écoutait dans l'ordre,
même les vinyles pour le coup, tu peux pas sauter de chansons. Enfin, tu peux techniquement, mais c'est pas facile. Et bah du coup, même s'il y a une chanson que t'aimes moins, tu te la farcis quand même. Et au final, peut-être que tu vas apprendre à l'aimer. Donc après, carrément. Même. Voilà, après c'est tout un autre débat de comment les gens consomment la musique, mais c'est vrai que justement moi je me tourne plus vers le vinyle et c'est vrai que je réapprends à aimer aussi écouter un album de la tête aux pieds quoi. Faces, et puis plusieurs fois parce que tu dois le tourner, puis t'as la flemme de changer, donc tu remets le même album en boucle et c'est hyper intéressant, du coup tu connectes différemment avec la musique. Donc on parle plutôt de la consommation, mais toi à la création, parce que t'en crées beaucoup des musiques, est-ce que quand tu crées une musique, quand t'as créé une musique, alors, donne-moi un titre qui avait bien marché, par exemple de Slimane, je me souviens, c'était Avant toi par exemple que t'avais... Alors moi j'ai pas fait Avant toi, mais typiquement si on parle de Slimane, un single plus vieux mais Viens on s'aime par exemple. Viens on s'aime que t'avais pu faire. Aujourd'hui, si tu recrées un single pour Slimane, est-ce que vous allez le créer de manière différente, liée aux algorithmes des réseaux sociaux, etc. etc. J'ai envie de dire non. J'ai envie de dire non parce que nous, on va dire, on se considère comme des artisans de la musique, tu vois, vraiment on fait des trucs avec nos mains, on aime quand c'est comme ça et c'est vrai qu'on fait de la musique pour exprimer des sentiments, pour exprimer des choses et sans que ça soit vraiment tourné vers nous-mêmes, mais pour que ça nous fasse du bien à nous d'abord avant de l'envoyer vers le monde. Donc j'ai envie de dire que moi, même si on connaît les codes, c'est un peu différent, mais on sait utiliser les codes. Typiquement, les radios, à un moment donné, il y avait des styles qui passaient en boucle, etc. Et si tu n'avais pas un peu des marqueurs de ce style, en fait, tu passais pas. Donc, il faut arriver à s'approprier un peu. S'approprier ces codes-là qui existent et qui sont indéniables. Tu vois, quand tu écoutes la radio, il y a plein de chansons, il y a les mêmes rythmes, il y a les mêmes. Tu vois, voilà. Donc apprendre à travailler avec ça, mais tout en donnant de la personnalité et voilà le plus possible. Donc je dirais pas que je le ferais différemment aujourd'hui avec les algorithmes. Le son serait différent parce que la mode change, tu vois, la façon de chapeauter le son. Mais sur la création vraiment, moi non, je ferais pas les choses différemment en tout cas. Mais on est qu'on soit d'accord. En tout cas, c'est ce que les gens se disent. Les réseaux sociaux ont eu un vrai impact sur la manière dont on fait les sons aujourd'hui. Complètement, non, mais voilà, moi je te parle de ça, c'est personnel. Pour toi, voilà pour moi. Mais je sais qu'il y a des gens qui analysent vraiment ce qui se passe, les tendances et tout, et qui vont se dire, ok, là je fais tel truc parce que j'ai vu que ça marche, ça, ils te font un package de ce qui a marché, des meilleures tendances. TikTok, quoi. Voilà, oui, c'est TikTok, ça. C'est ça complètement. TikTok a fait. Et c'est marrant parce que ça c'est un truc qui a changé un petit peu. Des fois avec des artistes et tout, on pense pas TikTok parce que c'est un peu brutal, mais on pense à mettre des petits hooks dans les chansons, à disséminer un peu des petits moments. On se dit ça, tu vois, il y a 3-4 phrases, ça peut être bien. Voilà, ça peut s'extraire. C'est vrai que ça a changé pour le coup. Avant, on pensait pas du tout à ça. Tu vois, à la limite, tu disais peut-être un extrait un peu plus long pour un teaser ou pour des trucs comme ça. Mais c'est vrai que ça, c'est des trucs où vraiment on se dit, alors, il peut y avoir une chorégraphie, tu vois, sur cette partie de la chanson. C'est dingue. Parce c'est pas surprenant. Mais... c'est ça. En vrai, aujourd'hui, pour les artistes même émergents et tout, une façon de marcher, c'est beaucoup les réseaux sociaux. Donc, trouver les petits codes justement sur les réseaux qui font que peut-être, parce qu'il y a une chorégraphie qui va être super, ta chanson elle peut pop et voilà. On parle de TikTok, c'est vrai que beaucoup de gens au final découvrent des chansons avec TikTok. Est-ce que TikTok rémunère les artistes lorsqu'elles passent ça paye des droits d'auteur, etc. De la même manière qu'un Spotify. Complètement, et de la même manière que YouTube aussi. YouTube, c'est pareil. Quand tes chansons passent, t'as les droits d'auteur et tout. J'allais dire YouTube, grosse plateforme aussi de musique. Complètement. Donc si t'es une tendance sur TikTok, que t'as des millions de vues, ça, pour l'artiste, c'est vraiment super. Quoi. C'est pas que de la visibilité. Non, c'est beaucoup de visibilité en vrai. Franchement, en termes de chiffres, j'avoue que je suis très mauvais en termes de chiffres, donc je pourrais pas dire des chiffres exacts, mais je sais que ça paye quand même. Après, c'est sûr que c'est moins qu'un achat d'une chanson, quoi, évidemment. Comment toi, justement, le problème de Spotify, du coup, on l'identifie, c'est que ça devient presque une dictature de qui aura le droit de passer ou pas et qui peut réussir. Comment ça pourrait évoluer dans le bon sens aujourd'hui, ce système ? Est-ce qu'il y a des gens qui proposent des solutions ou pas ? Tu sais ou pas ? Ça se trouve, tu sais pas. Je sais pas trop. En vrai, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça revient au final au consommateur. Pour moi, c'est vraiment le truc, la personne qui va écouter des chansons et tout, d'être curieux, d'essayer de découvrir des choses par eux-mêmes, plutôt que de se laisser, tu vois, mais je dis ça, mais moi aussi sur Netflix, je regarde les trucs et tout, je me laisse tenter, évidemment. Mais c'est vrai que, du coup, en étant dans ce milieu-là, même quand je consomme des films et tout, j'essaye moi d'aller chercher des choses que forcément l'algorithme va pas forcément me donner, parce que aussi le problème c'est que ça nous enferme. C'est-à-dire on aime 2-3 chansons puis en fait après on va avoir que ça en boucle. Et l'idée, moi ce que j'aime c'est de découvrir des nouvelles choses. Donc pour moi ça vient aussi beaucoup des consommateurs de pas se laisser faire par la facilité. Et après en termes de plateforme, je sais pas vraiment s'il y a des solutions qui sont mises en place pour
contrecarrer ça. Après, on parle de Spotify, mais Deezer, c'est la même chose. Il y a les playlists. Enfin, tout fonctionne un peu de la même façon. Apple Music, c'est la même chose. Ouais, mais Spotify, c'est les plus gros, qu'on soit d'accord. Ouais, c'est les plus gros. Et puis eux, ils sont très très connus pour leurs playlists. Plus qu'un Apple Music, par exemple, même s'ils font des playlists, c'est moins référencé, tu vois. C'est moins gage de qualité si tu passes dans tes playlists sur Apple Music, on s'en fout un peu. Alors que Spotify, c'est plus ok, je suis passé sur Equal, t'as le truc sur Times Square, tu sais, t'as la photo, tu fais la pochette et tout. Et aussi, t'as les couvertures des playlists. Parce que t'as ton titre, s'il est bien positionné, parce que t'as les positions aussi. Si t'es 30e sur la playlist, c'est pas pareil que si t'es 2e en termes de messages que ça envoie. Et de la manière dont les gens vont écouter, ils vont mettre play sur la playlist, tu vois. Ça commence par la première. Voilà, s'ils ont 5 minutes, ils vont écouter 2 chansons, quoi. Donc voilà. Et après, donc, tu as la couverture des playlists aussi. Donc, quand tu fais la couve des playlists, c'est aussi que Spotify t'aime bien, te met en avant, etc. Quoi. Ah oui, donc franchement, tout est important en fait. On se rend compte. Et au final, toi, en tant qu'artiste, t'es là en train d'essayer d'avoir le maximum. T'essayes, quoi. Le but, c'est d'en vivre au final pour tout le monde. Complètement. Ouais, bien sûr. Alors du coup, la question qu'on se pose, c'est, on a tous entendu des sons de ouf faits par l'IA, où tu peux entendre Angèle chanter une chanson de Charles Aznavour qu'elle n'a jamais fait, et ça, tu peux en entendre en plus sur Spotify. C'est ça qui est fou, c'est que tu as des musiques IA qui sont sur Spotify. Alors, je sais pas s'il y a des royalties qui sont reversées aux créateurs de ces musiques-là. Je pense pas, apparemment non, de ce que dit Spotify. S'ils se font pas griller, oui. Ben oui, par contre, peut-être il y a moyen. Chasse aux plateformes après, il faut qu'il soit référencé à la SACEM, je suppose, en France. Alors, du coup, c'est hyper intéressant. Je me suis renseigné, comme je savais que je venais ici, je me suis un peu renseigné sur le sujet. Alors, en fait, il y a plein de choses. Mais tu as donc des chansons qui vont être générées 100% par l'IA. Donc les trucs Suno, par exemple. Exactement. Et donc, tu as 2-3 groupes, j'ai des noms là, mais tu as The Velvet Sundown, par exemple, qui ont 1 million d'auditeurs par mois sur Spotify. C'est fou. C'est une folie. Et c'est 100% IA. 100% IA. C'est un prompt. C'est fou. C'est un prompt. et c'est vrai que tu as des trucs... Après, voilà, c'est d'autres débats un peu plus profonds, mais qui jouent sur le côté humanoïde, c'est-à-dire que c'est des photos ChatGPT, quoi, le truc, tu vois, leur pochette, c'est vraiment des photos. Ils te font croire que c'est un groupe. C'est pas genre assumer que c'est un truc IA, et ça joue le jeu, tu vois. Non, c'est vraiment, ils te font croire que c'est un groupe qui existe. Tu regardes dans leur bio, il y a écrit mi-humain, mi-robot. Enfin, c'est très très flou, tu sais pas trop qui est derrière là-dessus. Ouais. Et ça fait partie aussi de pourquoi les gens boycottent beaucoup Spotify, c'est parce qu'en fait, Spotify met en avant ce genre de trucs. Ils sont certifiés, tu vois, donc c'est un des artistes certifiés. T'as la petite. C'est là où le mot certifié prend encore moins de sens. Déjà, il y avait Musk qui était passé par là. Donc voilà, c'est ça. Et puis après, donc ils mettent en avant des trucs créés par IA face à des gens qui font des choses même de leurs mains. Et comme on a dit, les places sont chères dans les playlists. Donc en fait. Plus tu vas avoir des personnes IA qui vont faire des trucs. Et parce qu'ils peuvent entrer en playlist. Complètement, mais là, les chansons, si elles ont 1 million d'écoutes, elles sont en playlist. C'est obligé. C'est un truc de fou. C'est dingue, Et donc, toute cette création-là, est-ce que toi, en tant qu'auteur, est-ce que vous en parlez dans le milieu de la musique ? Complètement, ouais. C'est des outils que vous regardez C'est en bien, en mal. Qu'est-ce que tu entends quand tu parles avec des franchement, il y a de tout. Il y a des gens qui sont totalement réfractaires. Et il y a des gens qui sont intéressés par le sujet. Maintenant, ça pose quand même pas mal de questions parce que toutes ces IA, elles sont entraînées avec nos chansons. Oui. Et en fait, on n'a jamais donné notre accord pour ça. Oui, ça c'est clair. Donc déjà, ça c'est un problème. Et ensuite, il y a la façon du coup de rémunérer les droits d'auteur, enfin les gens qui ont fait que ça s'entraîne, tu vois, parce qu'en fait, c'est un peu comme un Lego, on va dire. Les IA, elles vont prendre les pièces du Lego, elles vont reconstruire un Lego, un autre Lego, mais ça va être les mêmes pièces. Donc si tu donnes pas de pièces, il y a pas d'IA, quoi. Il y a pas de création, si tu veux. Donc ça, c'est un vrai gros problème et qui fait peur à tout le monde. C'est-à-dire qu'on se dit, ok, donc là, nous, on fait des chansons, et puis à un moment donné, l'IA aura assez mangé, donc pourra en fait faire des chansons et on n'aura plus besoin de nous parce que elle les fera toute seule. Voilà, elle fera plus vite, beaucoup moins cher surtout en vrai, parce qu'un des vrais trucs, c'est pas cher, quoi. Ça prend 2 minutes et c'est gratuit, donc en fait, voilà. Donc ça nous fait peur. Après, attention, moi je parle de l'IA générative, donc c'est l'IA qui va générer des contenus. Après, il y a tous les outils qui sont avec l'IA, qui sont des choses qui sont incroyable. Enfin voilà, il y a plein d'outils. Et t'as des exemples de ça, justement, d'outils qui aujourd'hui vont améliorer des rythmes, vont trouver des instruments. Ouais, complètement. T'as tout. Par exemple, il y a beaucoup de beatmakers qui utilisent des samples, donc c'est des petits échantillons. Je sais pas, c'est une grosse caisse, une caisse claire, voilà, des petits bouts que eux ils vont mettre sur leur logiciel pour faire un rythme avec. Typiquement, la recherche de ces samples, aujourd'hui, t'as des bibliothèques et puis tu dois les écouter un par un, et voilà. Et là, t'arrives avec des
des outils IA où tu tapes un peu, tu fais un genre de prompt de ce que tu veux et il te le recherche ou alors il te le crée basé sur des trucs. Ça c'est intéressant parce que tu voles rien à personne. Il crée pas le morceau, mais il te donne une base qui va permettre qui te permet de faire ça. Après tu as des outils typiquement dans Pro Tools qui est un des logiciels de son. Maintenant ils ont intégré la transcription vocale. Donc quand tu enregistres quelqu'un qui chante par exemple, il va t'écrire le texte en dessous. Et en fait, donc on fait des compes de voix, c'est-à-dire quand on enregistre plusieurs fois la même chanson pour sélectionner les meilleures parties. Ouais. Avant, on le faisait avec les waveforms, donc tu voyais ta waveform, tu savais à peu près que c'était ce mot-là. Bon, tu peux l'écouter évidemment, mais pour aller vite, tu sais que cette waveform c'est à peu près ça et tout, donc tu faisais ta comp comme ça. Maintenant, tu as les mots qui sont affichés en dessous donc et tu cliques. T'as même plus besoin d'écouter. Voilà, je veux le mot mieux sur ce truc-là, boum, je le clique. C'est un gain de temps. C'est un gain de temps. Ah oui, tu veux entendre le moment où le chanteur a chanté mieux et tu peux entendre tous les mieux qu'il a fait et choisir le meilleur mieux. Exactement. Trop bien. Voilà, à la place de le faire à la waveform. Donc, on le faisait déjà, mais si tu veux, s'il y avait un truc où il fallait un peu deviner des fois des mots pour aller vite. Et donc, il y a énormément d'outils qui sont développés. Il y a des equalizers avec l'IA. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui sont assez folles et qui peuvent faire gagner du temps. Les exports, par exemple, exporter des pistes, parce que nous, on doit envoyer à des mixeurs, des trucs. Donc, des fois, tu passes 2 heures à exporter une chanson. Bah là, en 2 clics, ton ordi, il fait tout seul. Toi, tu vas boire un verre et tu reviens et c'est fait, quoi. Ouais. Donc, t'as vraiment des facilités aux outils. Et toi, quand tu parlais de l'IA générative, c'est des IA, en fait, avec un prompt qui générait la musique, chanson, le rythme, la mélodie. Et puis, tu peux modifier chaque mot. Enfin, c'est assez fou, en vrai. C'est en termes de technologie, c'est incroyable. T'as essayé toi ou pas ces trucs-là ? Alors moi j'ai pas essayé Suno, j'avoue que ça me fait un petit peu peur, donc voilà. Je sais qu'il faut que j'essaie un moment pour voir, mais après moi j'ai essayé de remplacer des voix par exemple, une voix de quelqu'un, moi je chante, et puis je mets Ed Sheeran à ma place quoi. C'est incroyable. Le résultat il est fou. Après, si t'imites un peu le mec qui chante, franchement c'est dur de savoir que c'est fait avec l'IA, c'est très très dur. Là où tu parlais d'Angèle qui chante Charles Aznavour et tout, des fois comme c'est pas forcément quelqu'un qui a chanté, enfin ils ont pris la chanson d'Aznavour, ils ont pris sa voix, donc t'auras les intentions, tu vois, d'Aznavour. Oui. Donc avec la voix d'Angèle, elle aurait pas chanté comme ça. Voilà. Typiquement Slimane, moi que je connais sa voix par cœur pour l'avoir eu, voilà, ça fait 10 ans que je suis avec lui. Si tu veux, il y a des trucs qui sont faits avec l'IA, tu sais que c'est pas lui qui chante, tu vois, il y a des intonations, il aurait pas chanté comme ça. Alors oui, pour quelqu'un lambda qui connaît pas très bien, ça fait la blague. Mais après c'est pas. Il manque l'interprétation quoi. Et voilà, et ça c'est sûr que l'IA pourra jamais remplacer l'interprétation de quelqu'un. Le vécu que quelqu'un va mettre dans un mot, c'est pas. Alors et justement, c'est là où est-ce qu'il y a déjà eu un espèce, vous en discutez, je suppose. Qu'est-ce que pensent les artistes de quand on réutilise leur voix ? Est-ce que ça les amuse plus qu'autre chose aujourd'hui ou est-ce que ça leur fait vraiment peur ? Il y a les deux camps, il y a les deux camps. Il y a des gens qui se disent c'est drôle, si ça les amuse de me faire une reprise comme ça, pourquoi pas. Enfin, qu'est-ce que voilà. Et il y en a qui ont très peur parce qu'on utilise leur voix, ils n'ont pas donné leur accord, c'est quand même, ça leur appartient finalement. Ouais. On parle beaucoup de l'image aussi, mais la voix c'est la même chose, quoi. Ça leur appartient. Donc, Et la question qui vient, c'est est-ce qu'une maison de disques aujourd'hui, en tant que toi, est-ce que tu sais s'il y a des maisons de disques qui produisent des sons avec des IA ou pas encore ? Alors, il y a tout un nouveau truc, c'est Timbaland qui monte un gros label d'artistes IA. C'est assez incroyable. Très américain. Très américain. Il s'est associé avec... Le terme artiste IA, il est... Oui, déjà, il est un peu compliqué, mais c'est assez fou, en vrai. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, ils veulent enlever tout l'humain qu'il y a dans les artistes. Pardon. Ouais, non, mais c'est... Voilà. Et en gros, donc, ils produisent des artistes, et eux, leur but, c'est que les artistes soient à la fois des musiciens, quoi, des chanteurs, mais à la fois donc les mêmes, hein, donc ils créent vraiment des personnes. C'est pas juste une nébuleuse, c'est vraiment une personne qui aurait un nom. Ouais. Là, le premier artiste s'appelle Tata, c'est une femme, et en fait donc tout est généré par l'IA. De ce qu'il raconte, la musique, il a entraîné avec des trucs à lui, pas des trucs d'autres personnes. Mais bon, la voix, enfin la femme la chanteuse a une voix de femme, donc je sais pas par quelle voix c'est passé, mais c'est pas sa voix en tout cas. Ouais, bien sûr. Donc forcément, ça a été entraîné avec quelque chose. Et donc son but, c'est que ce soit donc des chanteurs, ça soit des comédiens dans des films. Que ce soit des. Ah oui, donc c'est pas juste la musique. Non, c'est un truc un peu plus global. Là, pour l'instant, il est sur la musique parce que c'est son domaine. Son expertise. Voilà, mais il s'est associé, je crois, avec un réalisateur. Enfin, je sais pas trop, j'ai lu ça un peu rapidement, mais voilà. Et donc son but, c'est vraiment de créer des artistes 100% IA, que l'artiste ne se dise pas, je suis fatigué, qu'il a pas envie de faire telle promo, qu'en fait, il a envie de se rebeller parce qu'à un moment donné, il veut changer de style de musique. Il veut enlever tout ça qui rend les choses
plus jolie et plus humaine, même si voilà, c'est les accidents qu'on aime bien dans la vie en fait. Et là, c'est un peu dystopique et problématique. L'utiliser en tant qu'outil, je vois totalement la pertinence. C'est comme tout. Maintenant, si le but est d'empêcher les artistes de contester une décision, c'est très problématique. Dans sa vision, je pense pas qu'il fait ça pour empêcher les artistes, parce qu'il dit qu'il va quand même travailler avec des artistes humains, mais c'est créer des concurrents. Ouais, bien sûr. Où il n'y a pas de défaut. C'est du dumping. Il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de fatigue, il y a un rythme de production qui peut être qui est en fait fou. Interminable. Bah ouais, c'est ça. Et donc forcément, ça fait une concurrence déloyale quelque part. Bah ouais, un petit peu, ouais. C'est un peu compliqué pour les concerts par contre. Pour l'instant, il n'a pas parlé des concerts parce que voilà, c'est le dernier truc qui restait, que je voulais voir comment il allait aborder le sujet. Parce qu'il y a les hologrammes et tout, bon voilà, c'est une chose, mais je pense que pour le coup, les gens, ça peut. Ils veulent voir les artistes. C'est ça, il y a un truc que tu peux pas remplacer, même croiser un artiste dans la rue, pouvoir prendre ta photo avec et tout, il y a un truc. Ça n'arrivera pas. Voilà. Alors tu pourras forcément payer un truc pour. Tu te prends un selfie, puis l'artiste est avec toi, voilà, il y aura forcément des trucs comme ça. Mais on est et encore, on est au début de tout ça. Oui, bien sûr, il expérimente. Toi, Nico, t'en penses quoi justement de ces musiques qu'il y a aujourd'hui et qu'est-ce que ça t'inspire justement? Je fais partie des gens qui généralement sur toutes les innovations, je suis plutôt optimiste dans l'usage. C'est-à-dire évidemment, tu auras toujours des déviances sur tout, mais je pense que il faut voir l'IA comme un outil, que ce soit un chat GPT, que ce soit un générateur de son, un générateur d'images, et que ce qui comptera, c'est ce que les êtres humains les plus créatifs en feront pour améliorer les créations. Bien Donc sûr. moi, de ce point de vue-là, je trouve qu'il y a des initiatives cool, déjà au niveau de la génération de sons, au niveau de la réutilisation de certains vieux bruits et de la recréation. Je sais qu'il y avait eu, alors c'était pas encore la même IA générative, mais il y a eu un morceau des Beatles il y a quelques années qui est réapparu, qui avait utilisé l'IA pour récupérer une vieille cassette qui avait été retrouvée chez John Lennon, je crois. Ouais. Donc il y a quand même des initiatives intéressantes. Maintenant, moi, j'avoue qu'un monde où j'écouterais un morceau entièrement généré par un ordinateur à qui on a donné des paroles ou à qui on a dit invente des paroles sur un thème, et même si le morceau est cool et dansant, je suis pas sûr d'avoir hyper envie de l'écouter. Je préférerais quand même que ce soit l'artiste derrière. Un artiste qui s'amuse à générer un truc en featuring avec une IA, c'est cool parce que c'est l'artiste Damso qui a voulu. Fait ça d'ailleurs. Damso, je crois qu'il appelait le morceau Fitia. Ouais, il y a ce côté assumé qui est sympa. Par contre, si c'est des maisons de disques derrière qui s'amusent à faire ça, je pense pas que ce soit la bonne direction. Ouais. Pour rebondir là-dessus, parce qu'on parlait des droits d'auteur et de Spotify, etc. De ce que j'ai lu et ce que j'ai compris, alors il faut checker les sources, mais c'est qu'en fait, comme ça n'appartient à personne, en fait, il n'y a pas de droit d'auteur sur ces chansons-là. Le gars qui a fait le prompt, est-ce qu'il peut revendiquer quelque chose là-dessus? Non. Enfin, pour moi, non. C'est pas un truc artistique de faire ça. C'est pas un droit d'auteur. Oui. C'est pas lui qui a inventé la mélodie. Tu vois, il a écrit 3 phrases. Donc, on est d'accord. Non. Et donc, de ce que j'ai compris, en fait, Spotify, donc eux, ils reçoivent tout l'argent de leur abonnement et puis après, ils redonnent à la SACEM, etc. pour la France. En fait, comme il n'y a pas de créatifs là-dessus, il n'y a pas de droit d'auteur. Complètement. Donc en fait, il y a même des gens qui commencent à se dire, alors après c'est des théories du complot, mais est-ce que c'est pas Spotify qui est derrière? En fait, eux, ils te créent un artiste. Eux, en fait, ils te donnent des choses à consommer, donc des nouvelles chansons à écouter, etc. Qui sont très appréciables pour le grand public. Mais complètement, il y a des gens qui, vraiment, il y a des chansons que t'écoutes, tu peux pas savoir que c'est Nia qui a fait, vraiment. Voilà. Et de l'autre côté, du coup, ils ont pas de droit d'auteur à payer. Ouais. Donc en fait, ils retirent du temps d'écoute aux vrais artistes. C'est ça. Et donc en fait, ils gagnent de l'argent, si on peut dire ça comme ça. Donc il y a des gens qui sont sur les enquêtes pour voir est-ce que Spotify n'est pas derrière ça, ou est-ce que c'est pas une expérimentation de Spotify pour voir à quel point ça peut avoir un impact sur le reste. On sait pas trop encore, mais c'est sûr que c'est une nouvelle ère. Ouais, en plus ça pose plein de questions, comme tu le disais, sur le droit d'auteur, même sur les chansons créées. Est-ce que quelqu'un le disait dans le chat tout à l'heure, qu'est-ce que si la personne se met justement à gagner de l'argent avec ça, ou Spotify se met à gagner de l'argent avec ça, après l'artiste qui a vraiment écrit la mélodie un jour peut se retourner potentiellement contre Spotify, justement. Alors ça, c'est du plagiat. Tu peux vraiment dire que c'est la même mélodie, mais c'est là où l'IA est forte. C'est qu'elle te crée le truc, c'est pas exactement pareil. T'as l'impression que c'est la même chose, mais c'est difficilement attaquable. C'est ça qui est très fort. Et le truc, c'est qu'en plus, personne défendra l'IA, toi tu paieras des avocats pour te battre. C'est ChatGPT qui va défendre. Ce que j'allais dire aussi, c'est qu'à ma connaissance, il n'y a pas de procès majeur pour le moment dans le domaine de la musique. C'est-à-dire qu'il y en a dans le domaine de l'écrit. Par exemple, il y a le New York Times qui a porté plainte contre OpenAI, ChatGPT pour l'écrit.
Et pour la vidéo, il y a Disney et Universal qui se sont associés pour porter plainte contre Midjourney, qui refaisait les personnages Disney, qui refaisait le Shrek, Frozen et tout. Et là, enfin, c'est criant. C'est du plagiat. Impossible. Quoi. Oui, le plagiat, il est assez évident. Donc on verra comment le procès s'oriente. Réutiliser les licences en fait. Oui, voilà, ça se voyait. Voilà, tu lui dis de faire un ogre vert et le truc il te fait Shrek direct. Voilà, bon bref. Et Midjourney, ça va être compliqué, je pense pour eux, mais on verra. Mais il n'y a pas, à ma connaissance, de procès, par contre, dans le domaine de la musique pour le moment, justement. Non, pas encore. D'équivalent, genre de Universal, par exemple, ou de Sony. Non, après, pour le coup, en France, c'est la SACEM qui vraiment, eux, pour le coup, dès que l'IA est arrivée, ils ont essayé de vraiment de cadrer les choses, même si en fait c'est un savon qui glisse, quoi. Donc c'est très très dur de cadrer. Ils ont déjà fait des choses, du coup, la SACEM par rapport à ça ? Ils essayent. Ils sortent des notes souvent parce qu'ils font des rendez-vous justement. Avec les créatifs d'IA pour voir comment en fait ils peuvent, parce qu'en fait les IA se sont entraînés sur un catalogue qui existe en fait de toutes les chansons qui sont sorties mais sans avoir d'accord. Bien sûr. Donc l'idée ce serait au moins de pouvoir trouver une façon de pourquoi pas donner notre accord mais en échange de rémunération ou de voir comment c'est possible. Peut-être que tous les droits d'auteur qui sont générés par les IA sont reversés en fait à tous les artistes qui existent au prorata de je sais pas quoi, enfin voilà, c'est très dur de trouver des solutions en vrai. C'est tellement une aiguille dans une botte de foin que voilà, mais en tout cas ils sont sur le dossier. Je sais que c'est une de leurs préoccupations fortes du moment en plus. Bah tu m'étonnes. Et je rebondis sur le truc des procès. Là en regardant justement, j'ai vu une artiste qui s'appelle Novi, qui est une artiste, donc une vraie artiste, quelqu'un qui fait des chansons, qui a pas beaucoup d'auditeurs et en fait qui a vu un profil très similaire au sien, donc créé totalement par une IA, pas par elle, donc il y a une photo qui lui ressemble un petit peu. Les chansons, c'est un peu le même style qu'elle, donc c'est pas du plagiat parce que c'est pas les mêmes chansons, mais globalement en fait ils ont fait une genre de copie et ça a genre 1 million d'auditeurs. Ok. Donc en fait ça fait plus peur parce que c'est des gens qui eux essayent de faire leur projet et tout et qui se font copier. Et je sais pas comment ils arrivent du coup à faire autant d'auditeurs, mais c'est vrai que c'est typiquement et c'est pas la seule. J'ai vu qu'il y avait d'autres gens à qui c'était arrivé. Ça rappelle tous les gens qui ont créé des images du studio Ghibli ou qui ont même j'ai vu le film j'ai vu quand même, alors j'ai pas regardé entier, mais j'ai vu le vrai film du Seigneur des Anneaux refait 100% en animation Ghibli, quoi. Tu te dis mais c'est un truc de fou et au final là, pareil, du coup Ghibli très bien, enfin tu te dis où sont les droits de Ghibli, à quel moment il a été rémunéré, il n'a jamais été rémunéré pour ça, mais tu te dis c'est vrai que l'alimentation de toutes ces bases de données, comment on peut la rémunérer? Est-ce que Nico, il y a des pistes qui ont été évoquées là-dessus ou pas sur les rémunérations de base parce que pour le Times, etc., il y a eu des réponses qui ont été apportées par rapport à l'écrit. Il y a un cadre légal qui est difficile à mettre en place parce que quand les ordinateurs sont déjà entraînés, tu peux avoir OpenAI et Google qui demain s'engagent à dire ok, on arrête d'entraîner avec ces données-là. Oui, les modèles existent déjà. Et comment tu peux prouver tu peux pas prouver que c'est les données du studio Ghibli qui ont été utilisées et pas des répliques du studio Ghibli qui ont été utilisées. Donc il y a quasiment aucune chance que ça aboutisse un jour à une condamnation sur l'entraînement. Ce qui commence à apparaître, c'est l'idée d'avoir des copyrights ajoutés de manière discrète dans tous les fichiers. Adobe a longtemps mené la danse sur ce côté-là avec les images. L'idée que quand tu génères quelque chose, ce soit invisible de l'œil humain, mais que les ordinateurs sachent avec quel logiciel, à quelle date, ce qui est les données utilisées pour l'entraînement, tout ça. Ce qui fait que tu pourrais retrouver la trace d'un plagiat sur une image générée. Après, ça va être très compliqué à mettre en place. Je pense qu'on peut espérer demander un cadre législatif là-dessus, mais qu'on n'y arrivera pas. Le truc intéressant, encore en parlant d'Adobe, c'est qu'eux font les modèles Firefly, qui sont 100% entraînés avec leur propre base de données. Et ça, c'est nouveau. On voyait pas ça jusqu'à maintenant. Il y avait vraiment l'idée de faire des modèles de génération qui fonctionnaient sur tout. Là, Adobe, que ce soit sur l'audio, que ce soit sur l'image, que ce soit sur la vidéo, dit nous, les artistes, vous pouvez utiliser nos modèles, ils sont safe, vous n'aurez pas de souci avec. Donc c'est peut-être là qu'on va avoir quelque chose qui apparaît, c'est d'avoir des bases saines pour les artistes et le côté grand public qui est un petit peu plus YOLO et qui, à mon avis, va pas se réguler dans les prochaines années. Et toi, Cassim, tu parlais du Times qui avait attaqué OpenAI, il y avait eu des suites de ça ou pas? Non, le procès est toujours en cours, mais oui, après, alors des fois, il y a aussi des accords a posteriori, comme souvent avec ce genre de... On intente un procès et en fait, finalement, ça ne va pas jusqu'à devant un juge ou un jury. Et en réalité, ça se traduit par un accord plus tard. Par exemple, il y a OpenAI qui a déjà signé des contrats avec plusieurs gros éditeurs de médias
dans le monde pour dire ok, vous avez le droit de vous entraîner sur nos articles, mais du coup vous nous citez, enfin avec des accords, ça dépend des éditeurs quoi, mais en tout cas il y a des accords d'ayant droit. Dans les évolutions récentes, il y a aussi toujours Universal au cinéma qui s'est mis à ajouter des mentions en fin de générique de fin. Il y a une mention explicite, nous n'autorisons pas ce film à être utilisé pour entraîner une IA. Et le mentionne sur l'œuvre. C'est mentionné officiellement dans l'œuvre, dans le générique, à la fin des crédits, quoi. Donc ils essayent des trucs, mais tu sens que en fait la machine dépasse clairement. Oui. Et puis le souci, c'est qu'en plus, c'est un peu ce que disait Nicolas aussi, c'est que la technologie a dépassé même les sociétés individuelles. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, même si par exemple le procès de Disney et d'Universal va jusqu'au bout et on condamne Midjourney à rembourser 10 milliards de dollars, voilà. Et Midjourney, ils mettent la clé sous la porte, très bien, mais en fait, Midjourney, ils sont déjà un peu out. Ça fait là, c'est plus vraiment les leaders de la génération d'images par rapport au moment où le procès a commencé. Oui, ils se battent presque contre les mauvaises personnes. Quoi. Et en fait, ça va tellement vite que. Et tu coupes un arbre, il y en a 15 derrière, quoi. Ça, c'est un peu tous ces problèmes-là. La technologie, elle est déjà, et comme on le disait aussi. Là, les IA, ça y est, elles sont déjà entraînées. Maintenant, elles s'auto-entraînent sur elles-mêmes. Et du coup, il n'y a plus vraiment aussi la question, même si tu leur interdis l'accès aujourd'hui à tous les films et toutes les musiques du monde entier, elles sont déjà capables de faire les choses sans qu'on leur demande. Mais à un moment, je pense que ça tournera en boucle. Oui, pas tout de suite, peut-être la question de la création. Peut-être dans 1000 ans, mais en tout cas, c'est le grand problème. Voilà. Mais bien sûr que là, elles marchent parce qu'elles sont, elles mangent quoi, tout ce qui existe, mais le jour où il n'y a plus à manger, alors oui, et puis en plus, pardon, je te coupe, mais il y a d'autres problématiques. C'est il y a comme pour aller dans ton sens. Là, on est en train de voir, par exemple, il y a je sais pas si vous avez vu l'orangisation des images générées par les IA. Alors là, c'est pour du visuel, du coup. Elles ont toute une teinte plutôt jaune. Mais orange. en fait, pas tant que ça, mais c'est surtout qu'elles sont de plus en plus orange, en fait. Comme elles s'entraînent sur elles-mêmes, comme elles sont de plus en plus en train de valider statistiquement. Global vers le show, quoi. Comme statistiquement, les gens ont tendance à partager ça. En fait, ça valide statistiquement le fait que c'est les images que les gens veulent. Et donc, elles sont de plus en plus auto-validées dans le fait de créer des images de plus en plus orange. C'est énorme. Et donc, mais c'est ce que je disais sur le fait que ça tourne en rond et que quand on aime quelque chose, en fait, on nous donne tout ce qu'on aime autour. Mais en fait, qu'on n'a pas l'option d'aller voir. Enfin, on a l'option, mais c'est beaucoup plus difficile d'aller voir autre chose et de tomber par hasard, je sais pas, dans un magasin vinyle. Tu tombes sur un truc que tu connais pas, tu regardes, t'écoutes. En fait, la surprise. Voilà, c'est ça. Jamais t'aurais écouté ça, mais en fait, ça te permet d'ouvrir en fait ton esprit. Est-ce que toi, est-ce que tu t'es posé la question comment ça va évoluer tout ça? Est-ce que t'as des pistes, tu te dis vas-y, ça peut-être que ça fera ça. Enfin, t'as une piste ou pas? Ou t'es vraiment vous êtes dans le flou dans la musique? Non, on est dans le flou, surtout qu'on sait que c'est que le début en vrai. C'est ça qui fait le plus peur et en même temps qui est le plus excitant, mais c'est qu'on sait que là on est encore au tout début de tout ce qui se passe. Donc ce qui est sûr, c'est qu'on aura plein d'outils avec l'IA qui vont être géniaux pour nous aider à créer des choses. Et il y a même des musiciens qui justement développent des outils IA pour plein de choses, hein, c'est vraiment bien. Mais de l'autre côté, c'est sûr, moi disons que j'ai pas vraiment peur de ça, parce que je pense qu'il y aura toujours de la place pour des vrais humains qui créent des vraies choses, et que les vibrations dans l'air, on peut pas les remplacer avec une intelligence artificielle. Maintenant, il y a forcément des métiers qui vont changer, qui vont disparaître. Franchement, qui vont évoluer vers autre chose. Voilà, il y a des gens qui font ce qu'on appelle de la musicomètre. C'est vraiment typiquement de la musique de flux, quoi, des trucs que tu vas voir dans des pubs, dans des choses, pas des vraies chansons de pub, mais vraiment des trucs, même t'entends pas qu'il y a de la musique presque. Musique de fond de supermarché. Voilà, exactement. Je pense que tout ça, à un moment donné, ça va être généré par l'IA. Parce que c'est pas des choses qui, forcément, créativement, sont très intéressantes à faire. Même si c'est quand même, des gens vivent de ça, hein, donc voilà. Mais c'est vrai que je pense que ça va gommer pas mal de choses un petit peu comme ça. Mais qu'il y aura toujours de la place pour des artistes et pour des concerts, pour que les gens se déplacent et puissent vibrer tous ensemble dans une même pièce avec un truc que l'IA fait pas trop, c'est d'incarner en fait aujourd'hui. C'est complètement ça en fait, même les chansons, etc. Comme je disais, le poids des mots, en fait t'as vécu 10 ans pour dire un mot dans une chanson, tout ce que t'as vécu tu le mets là-dedans, ça l'IA, même si tu lui dis comment le faire, elle pourra pas le faire en fait. Je suis convaincu que ça pourra pas marcher. Donc voilà, mais ouais, c'est excitant en vrai. C'est un monde qui s'ouvre devant nous. Et question un peu indiscrète, est-ce que tu sais à ta connaissance ou dans ton entourage s'il y a des artistes qui ont sorti des chansons en leur propre nom, mais générées par IA avec leur voix, avec la voix complètement générée, c'est-à-dire qu'ils l'ont pas chanté?
Est-ce que tu penses que ça existe, ça, par exemple? Je sais pas, on peut penser à des artistes qui ont plus forcément la capacité de chanter totalement. C'est le nouveau playback, quoi. Et ben, on génère sa voix. Et il y a eu une grosse rumeur qui a pas du tout été validée sur le dernier morceau de Jul, je crois, où les gens sont convaincus que c'est faux. Il a pas dit, il s'est pas positionné là-dessus, mais ouais. Est-ce que tu penses que ça existe, ça? C'est dur. Moi, en vrai, j'ai aucune idée, mais je pense qu'un artiste, quand il veut chanter, quand il veut faire des chansons, c'est au-delà de juste faire la chanson. C'est beaucoup plus complexe que ça, en fait. Ouais. Et dire un message. Enfin, processus créatif. Voilà, c'est ça. Et après, finalement, la voix, c'est l'instrument qui permet de transmettre l'émotion. Mais donc, je pense que ça fait quand même partie du personnage d'un artiste de vouloir quand même chanter et incarner ses chansons. Après, pour le fun de tester. Je pense qu'il y en a qui l'ont fait, c'est sûr. Maintenant, je pense pas qu'un artiste qui existe aujourd'hui, typiquement un chanteur, demain tu vas retrouver une chanson, c'est pas lui qui chante, tu vois. Et il va faire sa promotion. Ou alors, ou alors il le dira, je pense. Mais ce que je voulais dire, et c'est vrai que pour moi c'est important dans tout ça, le vrai truc des artistes et des gens de mon milieu et tout, c'est vraiment qu'il y ait une transparence. On parlait justement de notifier quand c'est fait avec l'IA, etc. Des groupes totalement créés avec l'IA qui ont une image un peu humaine. C'est vrai que c'est ça qui est un peu plus compliqué. Si c'est des robots et qu'on comprend que c'est un truc de robot. Et on met une étoile sur la pochette en disant ces artistes sont des artistes IA. Disons qu'au moins, il y a une transparence, savoir sur quoi ils se sont entraînés pour que du coup les personnes qui ont vraiment créé des choses puissent être rémunérées. Et après, mais que ce soit dans les photos, dans les trucs avec les copyrights, c'est un peu le même principe d'avoir une genre de traçabilité. Si elle est possible, c'est des fois compliqué, mais c'est ça un des trucs les plus importants, je pense. Donc, au final, le boycott de certains artistes est justifié. Il y a vraiment des craintes dans le milieu, quoi. Complètement. C'est vrai que quand on voit que eux, ils certifient un artiste, des artistes IA, des groupes qui n'existent pas et tout, on peut se poser la question de pourquoi et qu'est-ce que les vrais artistes vont devenir derrière tout ça. Donc voilà. Donc du coup, ça apparaît comme étant le bon moment pour faire justement jouer le rapport de force. Tant qu'on est au moment de bascule, c'est peut-être le bon moment justement pour essayer de faire basculer Spotify dans une forme de labellisation. Ouais. Est-ce que Spotify ira là-dedans? C'est la bonne question en tout cas. On espère. Ils n'ont fait aucune déclaration, on est d'accord à ce sujet-là? Non, j'ai pas vu, non. Les récentes déclarations de Spotify ou, disons, les différentes histoires autour de Spotify depuis le début de l'année, c'est assez compliqué. C'est en dehors de l'IA, il y a l'IA, il y a des trucs dans la politique, etc. Ils enchaînent un peu les décisions qui ont plus tendance à énerver les artistes et les personnes qui sont abonnées à Spotify. Ils ont beaucoup augmenté les prix, surtout Spotify. C'est un peu ça leur guerre en ce moment. Et surtout Deezer qui se positionne sur l'IA. Je reçois beaucoup de communiqués de Deezer qui dit on supprime X milliers de morceaux générés par IA. Deezer, ils ont créé justement une IA qui permet d'analyser des musiques faites par l'IA et donc de ne pas les rentrer dans leur catalogue web. Pour le coup, eux, ils sont très... ils combattent vraiment ça, ils essayent de se mettre du côté des artistes. Voilà, de pas mettre sur leur plateforme des trucs qui sont faits par l'IA. Donc, et en parallèle, ils ont lancé un truc pour le coup marrant qui utilise l'IA, qui utilise Google Gemini précisément, qui te permet de prompter je suis en vacances, je vais à tel endroit, je suis en voiture, je veux une playlist avec 50 morceaux, des trucs un peu ensoleillés, tout ça, et ça te génère une playlist personnalisée. Et là, tu vas avoir un nouveau métier, les pitchers d'IA, les IA qui pitchent les IA. Ça fait écho à tout ce que tu disais tout à l'heure. Je me pose la question de l'impact que ça peut avoir sur ces grosses playlists. Je pense que la plupart des gens auront la facilité d'aller sur la page d'accueil et de prendre les grosses playlists. Mais malgré tout, si on peut tous avoir nos propres playlists en parlant à son téléphone le matin en disant voilà, aujourd'hui, j'ai envie d'écouter ça. J'aime Jules, j'aime Damso, fais-moi une playlist qui ressemble. Il le saurait déjà, tout ça. Ta soirée d'anniversaire. Ça pourrait encore plus changer les playlists d'humeur en n'ayant plus des playlists d'humeur qui mettent en avant des artistes en particulier, mais qui s'adaptent à toi. Donc ça serait encore un peu nouveau. Mais tant que ces playlists-là, elles peuvent aller chercher partout, et que c'est pas juste les artistes qui ont été pitchés qui sont là-dedans, parce que du coup en fait il faut pas que ce soit dans une prébasse, idéalement que ça soit un peu plus ouvert, quoi. Ça serait cool, en tout cas je pense pour les artistes. Et c'est là aussi où le problème de l'IA, c'est que statistiquement du coup elle va plutôt avoir tendance à remonter les mêmes chansons, je pense, tout le temps, logiquement. Il y a des chances que c'est déjà le cas des algos de radio personnalisés où t'écoutes la même chose tout le temps, c'est... Bon bref, on sait pas si tout ça est reluisant ou pas pour l'avenir, mais bon, on verra bien. En tout cas, c'était super intéressant, Meir, d'avoir... parce que je pense qu'on a tous appris des trucs, parce que en vrai, ça nous semble tellement sombre tout ça. Tu sais, tu lâches tes 10 balles par mois. T'écoutes de la musique, c'est tout. T'écoutes de la musique et tu sais pas comment tout ça se retranscrit pour les artistes. Et donc forcément, pour nous, ça nous paraît un peu obscur. Et on nous parle d'artistes IA. C'est drôle d'aller écouter ça. Pour certains, ils trouvent ça super amusant. Ils se rendent pas compte
qu'au final, ça peut faire mal à d'autres. Après, je pense qu'il y a un phénomène de mode aussi global et que là, en ce moment, on parle de ça. Sujet. Mais quand ça fera 10 ans qu'il y a des trucs IA qui sont un peu de la soupe, qui va nous saouler, on va retourner, je pense, vers des. Après, l'IA a tendance à s'améliorer, c'est ça le problème. Nous, de ce qu'on voit en tout cas, par exemple, dans la génération de vidéos ou même d'images, c'est un truc de fou. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Donc bon, bref, écoutez, on verra bien. Mais c'est la fin de cette émission. Ça fait. Merci Nico, merci Cassim. C'était trop cool. On se retrouve, il me le semble, dans 2 semaines pour un Unlock. Il n'y a pas d'émission la semaine prochaine. On est d'accord, hein? Non. Il y a des matinales, par contre, donc connectez-vous dès demain matin autour de 9h30. Il y aura une matinale de Frandroid. Et puis, toi, Nico, on te retrouve sur YouTube toujours. Toujours. J'ai vu que tu as tourné pas mal de shorts là pour Numérama. On a fait pas mal de vidéos donc toujours Numérama, YouTube, TikTok. Et d'ailleurs, dans 2 semaines, quand on se retrouve, il y aura l'iPhone 17. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Ah oui, putain, c'est vrai. On se retrouve la prochaine fois qu'on se. Non, cette émission, normalement, je serai en duplex. Mais j'ai dit une énorme connerie. Attends, j'ai dit une énorme connerie. Il va y avoir. Il y a l'IFA, en fait, entre tout ça. Il y a l'IFA de Berlin, excusez-moi. Il y a des lives IFA. Il y a d'autres lives prévus. Voilà, bon. Vous faites un live IFA, un live Apple et le log dans 2 semaines. Donc, il y a quand même quelques émissions prévues. Exactement. Donc, on est à Berlin. On est à Berlin pour faire un live. Bref. Meir, merci 1000 fois d'être venu ici, de nous avoir éclairé sur tout ce sujet. Avec grand plaisir. C'était trop cool. Et évidemment, toi, on te retrouve sur tes réseaux, mais on te retrouve surtout sur les musiques que tu produis et que tu composes. Ouais. Et puis là, je suis C'est quoi les derniers sons là que t'as sortis récemment? Là, on a fait l'album de Lara Fabian, le dernier album de la fin, et on part en tournée avec elle en octobre. Là, on fait. D'accord. Donc toi, tu vas en tant que batteur toujours? Je suis directeur musical du coup avec mon frère. Wow. Voilà, et je suis batteur. Dans la tournée. Trop bien. Félicitations pour tout ça. Et puis merci à tous d'avoir regardé cette émission. On se retrouve donc bientôt. Voilà, vous aurez le programme sur Twitch. Ciao tout le monde, salut.